bonjour à toutes et tous. Je vais prendre brièvement la parole pour saluer notre invité du jour, El Mouhoud, président de PSL. Donc c'est vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est un moment de réconciliation symbolique entre PSL et le HESS. Donc tout arrive dans le monde universitaire et dans l'enseignement supérieur. Mais tu n'es pas là, je crois, pour parler des liens entre PSL et le HESS ou l'enseignement supérieur, pour parler de ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'on va en parler. Et je remercie les intervenants et les intervenantes que Pascal Barthélémy présentera dans un instant, qui est, je ne sais pas si je dois le dire, mais peut-être pas un livre de sciences sociales. Je crois que tu tiens à conserver le statut de ce livre-là, et statut intime, et je te laisserai, tu auras la parole dans un instant, mais qui est un livre extrêmement intéressant parce que précisément il pose des questions fascinantes de sciences sociales, sur le prénom, sur l'immigration, sur les assignations aussi, et assignations notamment quand on exerce des fonctions de pouvoir. Il y a des pages extrêmement intéressantes sur les assignations après le 7 octobre, que tu as connu comme président de Dauphine. Donc je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire pour comprendre l'histoire de la société française et bien au-delà. Un immense merci pour ta présence. Merci. Merci Monsieur le Président. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Pascal Barthélémy, je suis vice-présidente en charge des relations internationales à l'école, par ailleurs historienne de la colonisation, mais en Afrique subsaharienne. Je suis très heureuse et je remercie Jérôme Malois de m'avoir demandé d'animer cette table ronde. Très heureuse de recevoir Monsieur El Mouhoud pour discuter de ce très beau livre que j'ai pris aussi grand plaisir à lire. Il n'est pas si fréquent que les présidents d'université écrivent des livres personnels sur leur trajectoire. C'est un livre qui pose des questions qui nous touchent tous et toutes, quelles que soient nos origines, celle de la transmission, celle de la famille, le rôle de l'école. Mais c'est aussi un livre qui aborde des sujets spécifiques à notre société française contemporaine, la colonisation, la France postcoloniale, les discriminations et la place à trouver lorsqu'on quitte un chez-soi pour un ailleurs. Je vais présenter les collègues et invités que je remercie d'avoir accepté notre proposition de discussion, donc, et qui vont réagir à votre livre. D'abord, donc, Monsieur El Mouhoud, vous aurez la parole une vingtaine de minutes, et ensuite chaque collègue présent pourra réagir, apporter ses commentaires pendant une dizaine de minutes chacun, et ensuite, bien sûr, nous ouvrirons le débat et la discussion avec vous dans le public. Donc je présente Alain Mahé, qui est maître de conférence à l'EHESS et membre du Centre d'études des mouvements sociaux, et qui est un spécialiste des sociétés du Maghreb contemporain et en particulier de la Kabylie. Voilà, c'est à ce titre que votre regard nous sera précieux. Votre dernier livre, Les moments kabyles de l'anthropologie politique, République, droit et citoyenneté au village, a été publié donc en 2021. À côté donc d'Alain Mahé, nous avons Camille Schmoll, qui est directrice d'études à l'école, géographe des migrations, et qui travaille sur la géographie sociale, morale et politique des migrations en Méditerranée, et dont le dernier livre est paru cette année aux éditions du CNRS, Chacun sa place, une géographie morale des mobilités. Et enfin, Monsieur Abdelkrim Grini, donc à ma droite, que je remercie d'avoir accepté notre invitation, qui est procureur de la République d'Alès, et dont le regard de magistrat, mais aussi la trajectoire personnelle, je pense, seront très précieux pour discuter de ce livre, donc Le Prénom. Donc voilà, Monsieur El Mouhoud, je vous propose donc de nous présenter votre ouvrage. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci pour votre invitation. Je suis très ému et honoré d'être invité ici. Je ne reprendrai pas. L'école des études en sciences sociales était membre de l'université Paris Sciences et Lettres, que j'ai l'honneur de présider. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'était en tout cas avant que moi j'entraîne. Mais peut-être que ce sera le moment d'y revenir. Ce sera l'occasion d'une nouvelle rencontre. Alors je suis vraiment très honoré, et en particulier aussi par les discussions que vous avez rassemblées. Camille, on a eu l'occasion de se voir souvent parce que je suis économiste et j'ai travaillé sur
les questions de mondialisation, d'innovation et réindustrialisation, relocalisation, mais aussi de migration internationale. Donc on a eu souvent l'occasion de se voir, et puis je ne connaissais pas Abdelkrim Grini, mais je suis ravi de faire sa connaissance. Et Alain Mahé, je l'ai cité dans mon livre parce qu'il a écrit une très belle histoire de la Grande Kabylie, voilà, de la Haute Kabylie, la Grande Kabylie, qui est un monument et que j'ai rencontré dans mes lectures, comme ça. Voilà. Et merci donc à vous également pour accepter d'animer cette discussion. Donc j'ai écrit pas mal d'ouvrages d'économie, d'articles comme universitaires, mais c'est la première fois que je me suis adonné à un exercice qui n'est pas un exercice facile, parce que ça n'est pas... alors, qu'est-ce que ce livre n'est pas ? Il n'est pas un livre d'histoire, donc c'est pour ça que le sous-titre s'appelle « Esquisse pour une auto-histoire de l'immigration algérienne ». C'est pas un livre d'égo-histoire, je suis pas historien, je suis économiste. Il n'est pas non plus un ouvrage d'anthropologie ou de sociologie, je suis pas sociologue, je suis pas anthropologue. Je raconte d'ailleurs les histoires que j'ai eues avec mon ami Stéphane, avec lequel j'ai cohabité pendant quelques années dans un bureau commun à l'IRES. Lui faisait de la sociologie, moi de l'économie. Et donc, je raconte aussi dans le livre comment je mettais à distance exprès pour ne pas y toucher à la sociologie. Mais j'ai appris beaucoup avec Stéphane. Et je ne suis pas non plus donc romancier. Donc, en fait, ce livre est quelque chose entre tout ça, parce que c'est l'occasion pour moi de ce que j'appelle un peu, pardonnez-moi, mais certainement un peu de manière pompeuse, une reconquête de la subjectivité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je ne me suis pas autorisé à écrire sur mon histoire, ni sur l'immigration, mais j'ai écrit sur l'immigration internationale comme économiste, avec les faits, les théories, les analyses, en objectivant le phénomène au maximum. Et puis j'ai laissé Stéphane écrire sur la famille Belloumi, j'ai laissé tout un tas de sociologues et d'anthropologues décrire les histoires migratoires, et puis là, la subjectivité, c'est moi qui la conquiert ici, pas reconquiert, parce que finalement, peut-être qui la conquiert. Voilà. C'est une conquête de la subjectivité pour un intellectuel, un chercheur qui a passé sa vie à faire de la recherche en sciences sociales, mais en économie surtout, et donc c'est l'occasion de ça. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a une note de bas de page qui dit que c'est pas un livre d'auto-histoire, d'égo-histoire, parce que je me place pas dans ce courant-là. Donc c'est pas non plus un récit autobiographique plat. Je raconte, c'est un récit raisonné avec les outils de l'intellectuel et du chercheur, bien entendu. Avec, c'est pas comme lorsque on se fait interviewer par un journaliste et on raconte sa vie, ou par un sociologue. Non, là il y a un travail qui est fait pour subjectiver et conquérir un récit raisonné. Donc, un récit raisonné, avec des outils qui sont ceux simplement de l'écriture, de l'intellectuel, du chercheur. Donc ça n'est pas non plus un roman, ça pourrait être un roman, mais c'est une histoire vraie, donc ça n'est pas romancé, ça n'est pas une fiction, donc c'est pas une auto-fiction, c'est vraiment une auto-histoire. Voilà. Et c'est une auto-histoire qui raconte la vie collective des groupes sociaux, parce que je suis le produit de groupes sociaux, voilà, de groupes de tribus, de villages, de groupes sociaux à l'arrivée en France, des professeurs, les camarades de classe, etc. Tout ça, et d'ailleurs, un de mes collègues du Collège de France, je ne citerai pas son nom, m'a écrit un gentil mot après avoir lu ce livre. Et je cite juste ce qu'il écrit. Il dit « Il faut de l'humilité, de la générosité et de la lucidité pour faire apparaître tous les autrui qui peuplent une vie et qui ont compté ou comptent. » Et c'est exactement ça. C'est raconter aussi l'histoire des autrui. Qui font un individu. Donc c'est la raison pour laquelle c'est pas non plus un livre qui fait l'éloge de la notion de transfuge de classe, que je déteste au plus haut point. Voilà, on en parlera peut-être. Ça n'est pas non plus un livre qui met en avant la notion d'ascension sociale. Voilà. C'est un livre qui raconte de manière raisonnée, encore une fois, une histoire inscrite dans l'histoire longue. Donc j'ai eu besoin de repartir à la Kabylie des années 40-50, celle de mes parents,
parce que cette histoire de réussite entre guillemets scolaire, sociale, c'est une réussite de celle de mes parents. C'est eux qui ont eu cet objectif. Ils sont partis et ils ont souhaité émigrer pour des raisons plus ou moins de bonne foi ou de mauvaise foi. Comme disait Bourdieu, souvent il disait on s'invente des arguments de mauvaise foi pour un peu culpabiliser les enfants. On est venu pour vous, on vous instruit, on vous donner une éducation, etc. Ils venaient aussi pour améliorer leur vie. Je cite en exergue du livre cette phrase qui m'a toujours marqué quand j'ai lu le livre de Georges Perec et Ellis Island, et il dit ils avaient renoncé à leur passé, à leur histoire, ils avaient tout abandonné pour tenter de vivre ici une vie qu'on ne leur a pas donné le droit de vivre dans leur pays natal, et ils étaient désormais face à l'inexorable. Et c'est cet inexorable que raconte ce livre, d'une certaine manière. Puis, deuxième élément de méthode, donc c'est pas un récit autobiographique, c'est un récit raisonné, voilà. Et les outils de l'analyse sont des outils de fragments, de notes épisodiques. Il n'y a pas une année où je suis pas allé... je suis allé dans mon village en Kabylie, en Grande Kabylie, près de Bouzguen, village enclavé dans la montagne, qui a eu l'électricité seulement dans les années 80 et l'eau seulement dans les années 90, financée par notre argent dans les migrations, par les transferts d'argent du collectif de la Jema'a, transporté ici, du comité de village. Et c'est comme ça que ce village a été désenclavé. Pendant toute la colonisation, il est resté à un stade de non-développement, et c'est la raison pour laquelle j'ai eu besoin de repartir aussi à l'histoire de la colonisation et de l'histoire coloniale, parce qu'on ne peut pas comprendre l'émigration sans comprendre le contexte historique, celui de ma famille, de ma tribu, de mon village, etc., de ce que sont les villages maraboutiques, histoire très peu connue, les Morabitines, les premiers berbères convertis à l'islam, des choses très peu connues, et pourtant ces castes maraboutiques qui mettent en avant le verbe, le Coran, l'apprentissage, sont très pauvres également. Donc il n'y a pas de corrélation entre le fait d'être dans cette caste de marabout et d'être dans la pauvreté la plus totale ou dans le dénuement, et donc d'être parti dans le processus migratoire. Donc c'est aussi ça que restitue un tout petit peu ce livre. Et ces fragments d'une histoire, ces fragments d'un journal épisodique que j'ai écrit depuis une trentaine d'années, à chaque fois que je prenais des notes, comme le font les chercheurs en général, ils aiment bien prendre des notes sur ce qu'ils observent, et ils sont devenus des archives, et ces archives ont fait ce livre, ce récit, en 3 parties. Donc une première partie sur la Kabylie des années 40, 50, celle de mes parents, et puis ensuite celle des début des années 60, post-indépendance, qui était ma période à moi, enfin, et puis ma première émigration à Alger, puisque la Kabylie ne donnait pas de travail à personne, et donc il fallait bien... et mon père avait émigré en France au début des années 60, après l'indépendance. Et la deuxième partie raconte l'arrivée en France et toute l'histoire de l'intégration, entre guillemets, en France, et les mécanismes d'intégration, on en parlera, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez eu les mêmes processus d'intégration. Et puis la troisième partie, c'est l'occasion d'une rêverie d'aller et retour entre l'Algérie et la France, et puis d'assignation à identité, mais aussi de transmission vers l'aval, après avoir reçu le mandat de l'amont. Voilà, et donc c'est un peu ça ce livre. Vous m'arrêtez quand vous voyez que je suis un peu long, parce que je n'ai pas vu, j'ai pas regardé ma montre, donc je sais pas, probablement que voilà. Encore 5-10 minutes, voilà, vous me dites simplement, et je vais m'arrêter là, parce que je pense que de toute façon, il y aura de la discussion dans le sujet. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, au fond, repartir dans l'histoire de la Kabylie, c'était absolument nécessaire, parce que il n'y a pas de réussite individuelle, à mon sens. Donc tout ce qui est autour de l'ascension sociale, transfiguration de classe individuelle, me paraît être une impasse. Mais on y reviendra sûrement dans la discussion. Cette esquisse d'auto-histoire collective n'est pas un oxymore dans ces termes, parce que précisément, on est un individu pris dans un processus collectif. Et mes parents nous ont transmis l'injonction de réussite scolaire, parce qu'eux-mêmes ont été pris
dans un processus de confiscation de la possibilité d'accéder à l'école. Et alors on y reviendra avec Alain Mahé sans doute, mais la Kabylie a été de manière extrêmement différente investie en infrastructure scolaire. La première école dans mon village, c'est 56, 57, donc après l'indépendance, après la guerre d'Algérie, après le déclenchement de la guerre, j'ai jamais eu d'école. Par contre, il y avait une école coranique, puisqu'il y avait une zaouïa, et il y avait une casse maraboutique, avec un saint, un mausolée, toute une série d'apprentissage de ce que c'est que le verbe à travers le Coran et à travers ces sociétés maraboutiques fondées sur un islam syncrétique qui a épousé les rites païens et qui a aussi des racines soufis et qui donc a été un rempart contre l'intégrisme à bien des égards pendant les périodes noires qu'a connues l'Algérie dans les années 90. Donc la première acculturation au savoir, c'est celle de ce village, de ces talbas, ce qu'on appelle les élèves de l'école. Mon père lui-même, comme son grand-père son père était très pauvre, maquignon, il vendait du bétail, de temps en temps il faisait de l'autoproduction, je raconte d'ailleurs les deux types de paysans qu'il y avait selon qu'ils possédaient ou pas du capital, c'est-à-dire des bœufs ou des mulets. Et donc, le seul endroit où il a pu survivre, c'était la mosquée et comme Taleb. Donc, il a appris le Coran. Et quand il est arrivé en France en 63, donc cette continuité-là, elle est intéressante parce qu'elle est aussi ignorée. Le fait d'apprendre le Coran et de le connaître par cœur lui a permis ensuite, quand il avait eu le projet de nous faire venir en France, il est arrivé dans les années 60, après l'indépendance, d'aller au cours du soir pendant 3 ans et d'obtenir le certificat d'études parce qu'il souhaitait, et ça c'est ses arguments, je ne sais pas s'ils sont vrais, mais c'est ce qu'il disait tout le temps, pour lire vos bulletins, contrôler les bulletins et savoir faire un constat en cas d'accident, parce qu'il était chauffeur. Voilà. Et donc il y a une continuité entre le fait d'apprendre le Coran et le fait d'être capable d'aller à l'école du soir après le travail chez Renault pendant 3 années. Voilà, donc c'est aussi l'occasion pour moi de raconter cette histoire de la Kabylie, qui est une histoire finalement assez peu connue. Les spécialistes la connaissent évidemment, mais il y a beaucoup de vulgates sur la question kabyle. C'est comme le disait Camus, que je cite aussi beaucoup dans les chroniques algériennes et dans les misères en Kabylie, qui est un chapitre de ses chroniques. La Kabylie, les Kabyles réclament les écoles comme ils réclament le pain, parce que simplement c'est une région qui a été appauvrie considérablement après les premières révoltes, celle de 1846. C'est pour ça que quand j'étais président de Dauphine, il y avait une avenue qui conduisait à Dauphine, c'est l'avenue Bugeaud, et je la contournais pour ne pas la prendre. Heureusement, elle a été débaptisée. Et puis, donc, plusieurs révoltes ont donné lieu à des modifications institutionnelles majeures. Et comme disait aussi Germaine Tillon dans Algérie 1957, les colons ont brillé par leur absence dans les zones rurales. Elle avait fait une enquête dans les Aurès en 1937. Elle est revenue 20 ans après dans les Aurès et elle a constaté le phénomène qu'elle a appelé de clochardisation. C'est-à-dire qu'au fond, les institutions ont été modifiées, mais la trajectoire donc, économique et sociale a été modifiée par la colonisation, mais les colons n'étaient pas présents et donc ils n'ont simplement pas investi en infrastructure dans ces endroits qui étaient totalement vide. Et les gens, évidemment, se sont appauvris 20 ans plus tard. Donc c'est cette Kabylie-là qui était celle de mes parents, et cette frustration d'accès à l'école. Ma mère, pour des raisons patriarcales aussi, il faut bien le reconnaître, on a empêché d'aller en internat à Tizi Ouzou, mais parce qu'il n'y avait pas d'école à proximité, et mon père, pour des raisons simplement de pauvreté et d'absence d'école. Voilà. Il n'y a pas pour moi de réussite sociale individuelle, il y a des réussites collectives, parce que porter ce mandat de réussite, cette injonction de réussite, quand mon père me dit qu'il faut devenir quelqu'un quand il revient en Algérie après avoir, pendant les vacances d'été, essayé de rattraper le temps perdu en nous éduquant un peu, il me demande de devenir quelqu'un, je lui dis ça veut dire quoi? Il me dit l'Aviran, quelqu'un qui a étudié, qui a simplement appris et qui transmet, puisque c'est le même mot en kabyle. Et en arabe aussi d'ailleurs, aqra. Donc apprend et transmet. Quand vous portez cette injonction de réussite scolaire, symbolique, vous la portez en vous indépendamment de vos conditions sociales d'existence.
Donc c'est aussi des éléments que j'appelle, moi, des phénomènes de production de soi, plutôt que de reproduction sociale. Et c'est la raison pour laquelle il m'est venu, et je vais m'arrêter là ensuite pour pouvoir laisser la place à la discussion, il m'est venu à l'esprit... après avoir écrit, une fois que j'ai terminé cette esquisse pour une auto-histoire d'immigration algérienne, l'idée que finalement mon parcours, être fils d'ouvrier, ma mère ne travaillait pas comme la plupart des immigrés qui est arrivé dans les années 60, socialisé par l'école, des professeurs remarquables, mais aussi parfois racistes et parfois leur âme d'instituteur l'emportait sur leurs préjugés racistes, donc ils ont été très très utiles dans notre trajectoire, parfois des préjugés qui m'orientaient qui m'avaient orienté vers une sixième de transition. Puis heureusement, ça n'a pas été le cas grâce à cet instituteur raciste et pied noir qui avait compris que j'avais des capacités. Et puis ensuite, en troisième, une orientation aussi vers une seconde T1 scientifique et technique, alors que j'étais bon en lettres. J'aurais pu faire... donc je suis revenu par moi-même dans le système général. À chaque fois, des embûches ont été levées grâce à des professeurs, grâce à des gens tout à fait remarquables. Voilà. Et donc, il m'est venu à l'esprit que ce n'était pas une ascension sociale, ni une transfiguration de classe, mais juste une réparation sociale. Alors, quand je dis réparation sociale, je ne m'exprime absolument pas pour inventer un concept. C'est juste, pas du tout non plus en tant que ni sociologue, ni même en termes d'économiste, parce qu'il n'y a pas de preuve empirique sinon la mienne. Mais ce que j'ai constaté, c'est simplement que finalement, dans mon action, dans ma trajectoire, il y avait l'idée que les conditions désastreuses de la Kabylie colonisée, qui ont fait que mes parents n'ont pas eu accès à l'école, alors qu'ils étaient brillants intellectuellement, ils étaient visionnaires, ils avaient pensé leur émigration, c'était absolument... Et même la démographie de leur famille a été pensée, avoir juste 3 enfants pour pouvoir scolariser les enfants, etc. Il y avait tout un projet migratoire. Et bien, ces parents-là n'ont pas eu accès à cette école, et finalement, l'émigration nous a donné la chance d'avoir, nous, accès à ces infrastructures scolaires, qui ont réussi à intégrer finalement des centaines de milliers de gens. L'enquête Théo, trajectoire et origine, le montre, les descendants d'immigrés réussissent plutôt bien par des mécanismes standards d'accès au marché du travail, même s'il y a des discriminations, mais globalement, l'école a joué son rôle d'ascension, de mobilité sociale, plus que d'ascension sociale, parce que précisément, pour moi, on emporte avec soi ces cortèges de gens, de culture, de langue aussi, qui sont tout à fait fondamentales. Il y a un passage qui s'appelle le marabout et la psychanalyse, parce que finalement, quand on a eu des injonctions de ce type de réussite qu'on porte très fort, ensuite, quand on a des enfants, on va les transmettre également, et là, il y a un travail aussi dans la transmission pour essayer de se défaire du mécanisme de transmission de l'injonction, et vos enfants vous aident finalement à vous libérer de ça, et moi, ils m'ont éduqué vraiment comme ça, mes enfants. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là, mais tout ça pour vous dire que c'est un ouvrage un peu particulier, sur lequel... je veux dire, beaucoup de gens se reconnaissent, des gens qui n'ont pas eu de processus migratoire venant du Maghreb se reconnaissent aussi dans cette Algérie des années 60, mais aussi de cette France des années 70, qui a intégré beaucoup de gens par les mécanismes des associations de formation d'animateurs, les BAFA, le BAFD, être animateur pour gagner sa vie, mais en même temps se socialiser, apprendre plein de choses, la politique également, les permanences anti-expulsion, la manière dont mes parents aussi ont beaucoup travaillé, les gens qu'ils recueillaient chez eux, les imjahans, les exilés qui partent sans jamais donner signe de vie, et mes parents ont fait beaucoup pour faire revenir l'un d'entre eux dans sa famille, parce que l'émigration est pour certains coûteuse au point de les rendre, les mettre dans un processus d'irréversibilité et de non-retour. Tout ça, c'était l'environnement aussi qui a constitué ma trajectoire et aussi
ma prise de conscience politique à bien des égards. Je ne parle pas de ce dont Romain a parlé, à savoir comment on est assigné à identité quand on est président d'université et qu'on s'appelle El Mouhoub Mouhoud, B avant le D, c'est l'ordre alphabétique. Comme je le dis souvent, je fais l'hypothèse que vous êtes alphabétisé. À certaines personnes haut placées, je ne le dis pas à n'importe qui. Voilà. Et donc, vous le découvrirez, et il faut le lire parce que c'est un ouvrage dont on ne peut pas découper. On peut le lire par chapitre, bien entendu, parcourir comme ça, mais il y a une singularité dans l'écriture de ce livre que je vous invite à découvrir. Voilà. Merci infiniment pour cette présentation qui nous donne toute la richesse de votre ouvrage. Je laisse la parole à Alain Mahé, donc, pour nous parler du prénom. Le prénom. Alors moi, je vais le prononcer à la kabyle, pas à l'arabe. C'est pas le Mouhoub, c'est le Mouhoub. Absolument. Bon. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ça va me donner l'occasion de... Alors, bon, moi, je vais envisager ce livre comme un témoignage et un plaidoyer en faveur du rôle de l'école républicaine. Donc, une auto-histoire, et une auto-histoire qui respecte les consignes d'Abdelmalek Sayad, de ne pas séparer l'immigration de l'immigration. C'est-à-dire l'émigration en tant qu'absence d'Algérie et l'immigration en tant que présence en France. C'est, je pense, une des vertus principales de ce livre, d'envisager les deux aspects du migrant comme absent de chez lui, de son village ou de sa tribu, et présent en France. Alors cet ouvrage, pour moi, il est précieux à plusieurs titres. D'abord au titre de témoignage à la première personne, d'une trajectoire biographique vertigineuse, de petit village à présidence de PSL. Disons que c'est sa valeur documentaire au premier degré, ce témoignage à la première personne. Mais ce témoignage a également une valeur documentaire au second degré, au titre des rapports qu'entretiennent mémoire et histoire. Et mémoire et histoire à différentes échelles d'analyse. C'est d'abord la question de la mémoire personnelle et de la mémoire collective qui est transmise localement. Donc une mémoire personnelle en plus, qui a été dit, qui est passée par le prisme d'une psychanalyse, ça a son rôle. Une auto-histoire à différentes échelles d'analyse et de généralisation. Premièrement, histoire de l'émigration et immigration algérienne en France. Une histoire de la Kabylie, mais que ce soit l'histoire de l'immigration ou l'histoire de la Kabylie, c'est par le biais de la lecture d'ouvrages, on n'est plus dans la mémoire, d'histoire ou de sociologie d'ailleurs, dont mon bouquin d'ailleurs. Histoire, donc la Kabylie, histoire des Tidjar, et les Tidjar c'est la tribu d'origine du village de l'auteur, le village s'appelle Tifrit Natou Malek, mais c'est aussi l'histoire d'un des lignages de ce village, celui de l'auteur, donc le lignage d'Aïd Mohamed Saïd. Et donc avec la question de la transmission du prénom de l'ancêtre, alors prénom qui est un enjeu symbolique pour les différentes familles du lignage, d'autant que de fortes tensions parcouraient ce lignage entre la famille du Caïd et celle de Lamine, donc père de l'auteur. Le grand-père. Oui, pardon, le grand-père de l'auteur. Quand je dis de fortes tensions, c'est quand même des trucs qui se sont traduits par des situations extrêmement dramatiques. En 1956, il y a 6 membres de la famille du Caïd qui ont été égorgés par la LN. Donc si l'auteur justifie le titre de son ouvrage par rapport à la perplexité de ses interlocuteurs français, la difficulté de prononcer le Mouhoub avec une consonance énigmatique de son prénom et de son nom, il me semble qu'il pourrait aussi également justifier le choix de ce titre par rapport aux enjeux de la donation de ce prénom au sein de sa famille et de son lignage. Il pourra peut-être en dire 2 mots. C'est un enjeu extrêmement important de pouvoir capter un prénom quand c'est celui de l'ancêtre fondateur du lignage. Il a évoqué, mais un peu rapidement. Alors, compte tenu que je ne dispose plus que de quelques minutes, j'ai choisi d'illustrer les enjeux d'échelle d'observation que je viens d'indiquer par la question du rapport à l'école, qui parcourt quand même tout l'ensemble du livre. Mais pour comprendre ce que je vais essayer de résumer, vous avez besoin de savoir 2 ou 3 choses qui constituent l'arrière-plan de ce rapport à l'école en Kabylie. L'auteur évoque à plusieurs reprises la frustration de savoir. C'est au moins 5-6 fois une question de frustration, et puis même un sentiment de culpabilité derrière ce sentiment de frustration. Alors, il y a certainement le rôle de la psychanalyse là-dedans, mais pas seulement. Je vais dire pourquoi. Parce que si le gouvernement colonial a effectivement très peu scolarisé les Algériens, il a scolarisé à peu près 20 fois plus la Kabylie que le reste de l'Algérie rurale. Pour autant, en Kabylie même,
cette scolarisation a été mise en œuvre de façon extrêmement inégale. Si bien que si certaines tribus privilégiées ont été scolarisées, et dans les mêmes proportions que certaines régions rurales de France, et au même moment, avec les lois Ferry, il y a des tribus scolarisées à peu près 80% dès le début du XXe siècle. De nombreuses tribus ont attendu la réforme des centres municipaux en 1947, ou le plan de Constantine pour avoir leur première école, ce qui est le cas de Tiflis Malek. Donc c'est le cas de ce village-là, où la première école a été construite en 1958, mais juste en dessous, à Bouzguen, une école de 1892. Voilà. Alors ce qui complique les choses, ça a été évoqué très rapidement par l'auteur, et qui a, à mon avis, certainement exacerbé ce sentiment de frustration de l'école, c'est qu'il appartient à une tribu de marabouts, Imaraven, qui disposait depuis au moins le XVIe siècle d'un système d'enseignement en arabe de haut niveau. Or, on ne peut pas comprendre le rapport à l'école française si on ne prend pas en compte la tension qui parcourait la Kabylie entre les lignages laïques et les lignages maraboutiques, détenteurs du savoir. Pour utiliser une terminologie suggestive de la situation de ces Imaraven, disons qu'ils constituaient une sorte de noblesse de robe, mais à peu près la même chose que ce qu'on avait dans la France d'Ancien Régime. Alors, il y avait une noblesse de robe, les Kabyles, mais ils n'avaient pas une noblesse d'épée. Il y avait quelques condottières, mais il n'y avait pas de noblesse d'épée. C'était vraiment ce qu'on pourrait qualifier de féodaux, Imaraven. Je veux dire, les laïcs labouraient et labouraient leurs champs, moissonnaient, etc. Bon, c'était quand même assez fort. Alors tout ça a été complètement foutu en l'air par la conquête coloniale. Au lendemain de l'insurrection de 1971, tous les lignages maraboutiques ont été décapités, les terres ont été séquestrées, confisquées, etc. Bon. Alors il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur ce que l'auteur nomme l'ambivalence des Kabyles par rapport aux marabouts. Il y a un fameux proverbe qui dit « Si tu frappes un marabout, frappe-le fort ». Vous connaissez ce proverbe? Bon. Alors, on peut dire en kabyle, si vous voulez. Si vous voulez. En tout cas, il y a plusieurs versions du proverbe. C'est-à-dire que si tu frappes un marabout, frappe-le fort, parce que de toute façon, en frappant un marabout, on s'expose à malédiction, d'aoussou. Et donc, tant qu'à faire, puisqu'on encourt une malédiction, vaut mieux en profiter pour frapper fort le marabout. Et il y a la version plus laïque. Quand on frappe un marabout, on a le double de l'amende. Donc c'est pareil, il faut mieux en avoir pour son argent, donc il faut cogner fort. C'est pour vous dire le degré d'ambivalence des Kabyles par rapport aux marabouts. Or, après avoir massivement détruit le système d'enseignement en arabe, le gouvernement colonial en Kabylie a implanté ses écoles, sauf exception, uniquement dans les lignages laïques. D'où la double frustration de l'auteur. Dépossédé de la langue arabe, que connaissait son père, qui connaissait le Coran par cœur, qu'il avait appris à l'école du village, mais aussi de la langue française, frustration de la langue française, par défaut d'école dans son village. Et cela alors qu'un village laïque, en contrebas du sien, justement à côté de Bouzguen, je ne me souviens plus du nom de ce village, disposait d'une école depuis 1892, si je ne m'abuse. Alors, idem de la tribu mitoyenne de la sienne, quand on franchit le col de Lac Fadou, la Tourlis, qui était à fond scolarisée, qui était un peu la tribu concurrente de Etidjar. Bref, tout ça pour souligner la nécessité de procéder à des enquêtes à l'échelle locale pour restituer la complexité et la grande gamme de situations extrêmement dénivelées. C'est précisément ce que ne permet pas le passage d'une échelle d'observation à l'autre. Donc voilà, votre bouquin est aussi un document à ce titre-là, de la façon dont vous articulez mémoire personnelle, mémoire transmise par le lignage ou le village, et le recours aux bouquins d'histoire qui font forcément des généralisations. Donc sur la question de l'école, je viens de montrer que voilà, c'est un peu approfondi. Alors moi, le truc qui m'a le plus ému, en dehors, plein d'autres aspects dont on pourra parler plus intimement, c'est le versant, justement, émigration. Vous avez évoqué vous-même, à l'instant, le cas d'un oncle, Amjah, donc perdu. Alors, c'est des gens qu'on envisage souvent dans l'histoire de l'immigration algérienne comme perdus du fait de la vie qu'ils menaient en France dans l'immigration. L'alcool, les femmes, le travail, etc. Or, dans le cas de votre oncle, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est du fait de la logique, de la dynamique sociale interne au lignage, et donc de la répudiation de sa mère, que le mec, il n'est jamais revenu au village. Ah oui, bien sûr. Donc, vous voyez, là, on a un regard. C'est pour ça que je dis, et c'est aussi pour ça qu'il est précieux, ce livre, c'est qu'il envisage vraiment les deux faces du phénomène migratoire. L'absence
de Kabylie et la présence en France. Mais si le bonhomme qui a immigré en France, il n'est jamais revenu en Kabylie, ce n'est pas du tout à cause de l'immigration. C'est à cause d'une mémoire extrêmement douloureuse de la répudiation de sa mère. Rien qu'à ce titre-là, c'est formidable de témoigner. Et je suppose assez pénible, même émotivement, émotionnellement, d'évoquer tous ces aspects-là. Parce que enfin, c'est un oncle quand même. Alors je ne sais pas, c'est le cadet de... Non, c'est l'aîné. C'est l'aîné. Bon. C'est l'aîné et il portait aussi mon prénom. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça. Mourad El-Mouhoub. Voilà, c'est pour ça quand je disais que... et mon grand-père portait mon prénom. Mais aussi. voilà, c'est ça. C'est que le titre du bouquin, le prénom, vous le justifiez surtout par rapport aux difficultés, à la perplexité de vos interlocuteurs français. Mais il me semble que l'enjeu de la donation du prénom par rapport au système de coordonnées locales et aux enjeux de captation de ce prénom par rapport à l'ancêtre fondateur du lignage, le Mouhoub, je ne sais pas si on dit si le Mouhoub ou bien... Oh, mais, très rapidement, parce que je n'en ai pas parlé, mais je me permets de prendre la parole. Vous avez parfaitement raison. Hein, c'est aussi ce travail que le récit simple ne permet pas, et que le récit raisonné, que j'appellerais raisonné, autorise. Parce que précisément, il y a une réflexion sur les origines de cette émigration d'exil. Imjahan, ça veut dire ce qui saigne, en kabyle. Donc, Amjah, c'est le singulier, Imjahan, c'est le pluriel. Et donc, la chanson kabyle a beaucoup travaillé cette question d'Imjahan, parce que dans les Slimane Azam, Ait Mengeldad, je cite d'ailleurs un certain nombre de chansons populaires, ça a beaucoup travaillé parce que les gens arrivaient, ils avaient une dette quand même morale vis-à-vis, une obligation de transfert d'argent, de richesse, et ceux qui n'y arrivaient pas, évidemment, se plongeaient dans l'alcool. Celui que mes parents ont recueilli chez eux, qui est un autre Amjad, que j'appelle Monsieur Magique, qu'on adorait, et qui font revenir en Algérie pour qu'il voit ses parents. Lui, c'était exactement ce prototype-là. Il n'a pas réussi. Et il est parti, il a laissé sa femme. L'âge d'émigration était un âge entre 20 ans, 18-20 ans. Il se démariait. L'âge du mariage était similaire à celui de l'immigration. Aujourd'hui, il y a un décalage entre l'âge de l'émigration qui reste toujours constant, entre 18 et 25 ans, et l'âge, par contre, du mariage a beaucoup reculé. Donc aujourd'hui, ceux qui partent, ils partent sans charge familiale. Alors qu'à cette époque-là, dans ma famille, dans mon village, ceux qui partaient, ils laissaient leurs femmes et leurs enfants à leurs parents, ce qui était le cas. Et donc ils avaient un mandat de transfert, encore le mandat, et quand ils n'y arrivaient pas, ils sombraient dans l'alcool. Mais dans le cas de mon oncle El Mouhoub, lui, c'est ce que m'a raconté mon père, c'est ce qu'on m'a raconté dans le village, c'était une douleur énorme, celle de l'injustice qu'a subie sa mère dans la répudiation. Et c'est d'une certaine manière un exil par rapport à son père. C'est pour ça que d'ailleurs son père quittait Maquignon, mon grand-père El Mouhoub disait si j'avais seulement quelques pourcentages d'argent qui m'étaient transférés de la part de mon fils qui est parti dans la région de Lorraine à Thionville travailler, s'il m'envoyait 5% ne serait-ce que de son revenu, je pourrais m'en sortir parce qu'il ne vivait que d'autoproduction, d'autoproduction agricole, quoi, voilà, et du miel. Et le reste, il ne pouvait pas se l'acheter, les chaussures, etc. Il n'y a pas d'argent frais pour pouvoir s'accaparer des biens. Et donc vous avez absolument raison. Là, la spécificité ici, c'est pour ça que l'analyse aussi compte, c'est que la dette morale que vous portez, elle est de différentes natures. Et en tout cas, elle fait mal toujours à celui qui la porte. Et le jugement, évidemment, de l'exil, c'est un jugement qui est hâtif dans les communautés de notre village, qui a été répliqué dès 1905, parce qu'à cause du démantèlement de la Kabylie par l'administration militaire, puis l'administration civile, à partir de 1871, comme vous le dites très bien dans votre livre, eh bien, ce démantèlement fait que la proto-industrie de la Kabylie, qui était très forte avant, il y avait des ateliers un peu partout, la terre brûlée a été organisée, orchestrée, et c'est devenu une région très pauvre, et les taux d'émigration de cette région sont les plus élevés d'Algérie. Et paradoxalement, c'est ça qui a permis de maintenir la densité des villages, parce que les émigrés ont transféré de l'argent sans arrêt. On a fait d'ailleurs un travail qui a été publié dans une revue académique norvégienne sur les différences, justement, de transfert d'argent en fonction des institutions locales. On avait fait une étude sur Tlemcen et la Kabylie, et on voyait qu'il y a des différences majeures, parce que dans cette Kabylie-là,
le groupe social était tellement fort que le transfert était plus élevé et sortait de la pauvreté beaucoup de gens. Voilà. Donc vous avez parfaitement raison. Je voulais dire juste une chose sur le prénom. Le prénom El Mouhouv, Mouhoud, donc moi j'ai une différence diabolique entre le B et le D qui fait que, comme je le dis avec un peu d'humour, mais d'autodérision plutôt que d'humour, j'avais quelques camarades qui étaient Yewene, Michel, etc. Sauf que moi c'est Moud, avec un D. En plus c'est un prénom qui vient de l'arabe, de Wahaba, Mouhoub en arabe. C'est celui qui reçoit le don, donc qui est le doué, et évidemment le talentueux. Donc c'est très difficile, quand vous connaissez de s'en débarrasser. J'ai essayé de m'en débarrasser à plusieurs fois, je n'ai pas réussi. Mais l'homonymie, la quasi-homonymie entre mon nom et mon prénom vient de l'administration coloniale elle-même, puisque ça m'a permis aussi de décrire la manière dont la loi de 1882, que vous rapportez aussi dans votre livre, a créé, et celle de Yamina Yermesh, qui a fait Wardia Yermesh, qui a fait une thèse remarquable d'anthroponomie, ce qui n'est pas mon cas ici, et qui a montré comment on a dénominé les populations, alors que quand on est issu de cette région, on s'appelle Mouhouv, Mis Arsri, mon père s'appelle Arsri, Haj Arsri après parce qu'il est devenu Haj, de la tribu, du clan Adroum, Nath Mohamed Saïd, c'est comme ça que j'aurais dû m'appeler. Le Mouhouv Nath Mohamed Saïd, ça aurait été mon nom, principe, et puis de Nathijar, qui est la tribu. Voilà. Et en fait, l'administration coloniale, pour deux raisons clés, prélever l'impôt et contrôler les populations après des révoltes, a nominé les gens, a donné des patronymes pour avoir des ménages et autoriser le premier recensement qui a eu lieu en 1886. Et cette loi date de 1882. C'est une loi qui s'appelle la loi sur les indigènes musulmans. Donc on ne sait pas qu'on a subsisté en Kabylie deux systèmes nominaux, un qui est officiel, celui de l'administration coloniale, et l'autre qui est oral, qu'on a continué à utiliser, qu'on utilise toujours d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Donc le prénom, c'est un prétexte aussi pour raconter cette histoire, c'est pas le texte véritablement. Merci beaucoup. Oui, donc le débat a déjà commencé, mais je vous propose qu'on écoute, merci beaucoup Alain pour ces éclairages, qu'on écoute Camille qui va poursuivre, je pense, sur les questions d'émigration pour une dizaine de minutes. Merci Camille. Merci beaucoup pour l'invitation à discuter ce livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, je voulais commencer en disant qu'avec El Mouhouд, on a un point commun et une différence. Alors, je commence tout de suite sur le personnel. La différence, c'est que moi, tout le monde se rappelle de mon nom, parce que Schmoll, ça fait rire, voilà. Et donc, c'est très utile, parce que en fait, les gens me remettent, mais ça n'est pas forcément plus facile à porter. Voilà. Et moi, j'ai émigré en Italie pendant de longues années pour oublier mon nom quelque part, comme dirait l'autre. Et enfin, voilà. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Et donc, le point commun, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on travaille effectivement sur les migrations. Donc, ce qui nous réunit, c'est la migratologie. Et donc, nous sommes spécialistes des migrations et on s'est rencontrés à plusieurs occasions. Et la première, je suis sûre que tu t'en souviendras pas, mais c'était en 2003. Moi, j'étais encore étudiante et c'était la présentation d'un rapport de recherche pour la MIR de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et de la Statistique qui répondait à la thématique de la circulation migratoire. Donc, on est déjà dans la thématique. Et voilà, c'est un rapport qui a été très important pour mes études. J'ai encore le fascicule jaune. Et une contribution importante au renouvellement du champ. Et puis, il a écrit aussi plusieurs livres importants sur les migrations, les nouvelles migrations en 2006, en 2017, l'immigration en France avec un bandeau mythe et réalité, publié chez Fayard, donc en plein moment crise migratoire, donc des ouvrages qui ont à cœur de rappeler un certain nombre de faits sur les migrations, notamment le rappel de la dimension sud-sud des migrations, et vous vous demanderez pourquoi je parle de tout ça, mais c'est parce que, pour donner quelques éléments de contexte, et aussi parce qu'aujourd'hui sort un livre Immigration, mythe et réalité chez Fayard, mais c'est pas du tout le même auteur et pas du tout le même style.
Voilà. Donc, pour moi, c'est quand même... bon, je suis désolée, je vais faire un peu une lecture de sciences sociales. C'est quand même un livre qui s'inscrit dans des engagements précédents, dans une histoire, et qui est aussi l'histoire d'un spécialiste des migrations, même s'il n'en est pas du tout question, ou presque pas dans le livre. Et puis, c'était aussi... Rappeler ces publications, c'était aussi rappeler, en fait, ton engagement dans l'espace public, tes tiraillements, tes tensions de chercheurs, auxquels tu renvoies effectivement quand tu parles des injonctions que tu as subies après le 7 octobre, notamment, en tant que président de ton université. Donc, alors le choix d'une histoire à la première personne, c'est évidemment salutaire pour parler de ces questions-là, et ça permet de passer des frontières d'une manière effectivement qui est plus difficile si on part d'un langage de sociologue ou d'économiste ou autre. Et on passe dans ce livre les générations, donc ça a déjà été dit, à la fois de tes ancêtres à tes enfants, et les passages sur tes enfants sont également très touchants, de la Kabylie coloniale à la Seine-Saint-Denis, des années 70 à aujourd'hui. Donc tu passes les périodes, les générations, les disciplines. Et c'est vrai aussi que même si tu veux pas peut-être qu'on développe trop ça, mais en tout cas c'est aussi alors c'est pas une égo-histoire, ok, c'est une auto-histoire, une auto-analyse, je sais pas, mais en tout cas c'est un sport en fait de plus en plus répandu parmi les chercheurs en sciences sociales. On peut penser à beaucoup d'ouvrages, et notamment des très récents, évidemment. J'ai pensé au livre de Marwan Mohamed, évidemment, qui est très différent d'ailleurs de ton livre, qui est très intéressant, mais qui est très différent. J'ai pensé, allez, petite minute publicitaire, à la collection Aparté des éditions de l'EHESS. J'ai pensé aussi à Rosemary Lagrave, etc. Mais c'est un livre d'économiste, et ça c'est rare pour le coup. Un économiste qui raconte, qui fait une auto-analyse, ça c'est quand même assez rare. Donc c'est bien plus qu'un témoignage, ça vous l'aurez déjà compris. Et donc le premier point que je voulais aborder, j'en ai 3. Le premier point, c'est la question du spécialiste. En fait, comment on devient spécialiste des migrations. Tu n'en parles pas du tout dans le livre. Tu expliques très bien comment tu es devenu économiste, en fait, mais tu ne parles pas des migrations. Et moi, cet aspect de ta trajectoire intellectuelle m'intéresse beaucoup, parce que, comme je l'ai dit, non seulement tu es un grand spécialiste, mais tu es aussi un grand divulgateur. Donc, est-ce que c'est une évidence ? Et bon, moi, ce que je comprends à te lire et à ta lecture de la conception de la science, bon, tu cites de nombreux spécialistes de l'Algérie coloniale, tu cites Germaine Tillon à de nombreuses reprises, donc j'ai pensé à Germaine Tillon aussi pour ça, en me disant, mais en fait, voilà, c'est quand même une conception de la recherche qui est ancrée dans le vécu. Les événements vécus, je cite Germaine Tillon, sont la clé des événements observés. Et donc ton histoire, ton cheminement, ta trajectoire, qui contribue à faire, je crois, l'économiste des migrations que tu es devenu. Voilà, donc on peut penser par exemple à une question qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises, qui est la question des engagements, des liens pécuniers entre l'Algérie et la France, qui est magnifiquement évoquée dans le livre, notamment à travers la question des mandats postaux adressés par ton père, d'abord émigré seul en France, à son épouse et ses enfants restés à Alger, et cette question de, voilà, quand ton père tombe malade et que pendant quelques semaines, rien n'arrive plus, ou quelques mois, je ne sais plus, quelques mois, voilà, il est hospitalisé, il ne peut plus envoyer d'argent, et comment tout d'un coup, cette interruption de cette chaîne de soutien et de solidarité provoque un petit cataclysme dans la situation familiale. Et donc ça, cette question mais tu le rappelles aussi quand tu parles de tes propres engagements vis-à-vis de ton village, à travers la GEMA installée à Paris, tout ça évidemment fait écho à tes travaux de recherche sur les remises, les transferts et l'impact de ces transferts sur la Grande Kabylie en particulier. Alors j'ai aussi pensé donc comment on devient un spécialiste des migrations, comment on devient un économiste des migrations, et je me suis dit aussi que en fait à regarder un peu les auteurs moi qui m'ont marqué sur les questions de migration, souvent ils ont quand même des histoires migratoires. Alors c'est pas pour essentialiser, mais c'est comme ça, ou des histoires migratoires ou des histoires post-coloniales, mais c'est vrai que voilà, j'ai pensé en te lisant à des Mohamed Timéra, à Emmanuel Mamingue, à Lamia Missaoui, qui sont des chercheurs qui n'ont pas forcément publié sur leur parcours,
mais sur leur parcours migratoire ou leur histoire familiale migratoire, mais qui par contre ont écrit dans leurs habilitations ou dans leurs thèses des passages, des très belles pages là-dessus. Et voilà, c'est quand même une situation personnelle particulière, partagée avec d'autres spécialistes des migrations. Et donc, bon, évidemment, moi, ça me pose des questions. Qu'est-ce que le fait d'avoir une histoire migratoire apporte à la compréhension des migrations ? Voilà, quand on est migrant ou descendant de migrants, qu'est-ce que ça donne ? Et je pense que la première chose, et c'est mon deuxième point, ça nous vaccine en fait du simplisme en fait. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai apprécié dans ce livre, c'est le regard porté sur les questions de migration, qui est un regard tout en nuances et en complexité. Alors d'abord, c'est un plaidoyer, ça n'a pas encore été dit, je crois, pour une approche sensible. Il est beaucoup question d'émotions, de sensations, d'odeurs de cuisine, de musique, de langue. La question du trilinguisme est centrale dans le livre. Et donc c'est déjà ça apporte beaucoup à cette nuance, cette complexité des migrations. C'est la défense aussi de la possibilité d'identité hyphenated, comme on dit en anglais, avec un trait d'union, quoi. C'est très important dans ton travail, dans ce livre. C'est une sociologie de l'immigration qui, évidemment, fait le lien entre passé et présent, et on pense à Sayad, entre autres, mais c'est aussi une sociologie d'une histoire commune. Alors, pardon, une sociologie, il ne faut pas le dire, c'est pas un livre de sociologie, bon, c'est une histoire commune entre la France et l'Algérie. Et donc il y a des figures dans le livre comme ça, il y a des personnages, il y a cet instituteur dont on a déjà parlé, qui est un instituteur donc raciste, pied noir, qui poursuit dans son attitude de colon, et qui en même temps, tu l'as dit, va finalement t'orienter vers, t'éviter un mauvais choix scolaire, d'orientation. Il y a Dodo, l'éditrice, dont Maurice Laban, le mari, a été assassiné par des militaires français pour avoir pris le parti des indépendantistes. Il y a Janine Garçon, la prof de littérature et de théâtre. Donc il y a toutes ces personnes qui ont cette histoire en commun aussi. Et je pense que c'est important ce rappel de cette histoire commune par les temps qui courent entre la France et l'Algérie. C'est aussi tous les stéréotypes et l'idéologie et les stéréotypes coloniaux qui traversent les générations, et notamment les stéréotypes autour des Kabyles et de la supériorité des Kabyles sur les Arabes. C'est la défense d'une approche transnationale, diasporique, des questions migratoires aussi. C'est aussi une approche, tu l'as dit, non individualiste. On n'est pas dans l'individualisme méthodologique des économistes. Là, on est dans autre chose, relationnel évidemment, des migrations. Tu as parlé de effectivement cette place accordée à autrui. C'est l'importance des relations entre cousins, entre frères, entre militants, entre chercheurs, l'amitié. Et le rôle que ça a aussi dans les trajectoires. Donc une approche tout sauf individualiste est à rappeler encore, ça je trouve que c'est génial parce que c'est aussi dans le livre de Marwan Mohamed, la question du BAFA et du BAFD, en fait, comme porte d'entrée sur de nouveaux mondes sociaux. Et ça, c'est structurant un peu dans ta trajectoire. Et voilà, le fait de devenir directeur de centre de vacances... Et ça ouvre vers de nouvelles relations aussi. Donc c'est vraiment cette approche-là, c'est-à-dire la façon dont les trajectoires de mobilité sociale, on ne va pas dire d'ascension, sont ancrées dans des univers relationnels. Et c'est ça qu'on lit dans le livre. Et enfin dans des univers aussi intergénérationnels. Et donc cette question des relations entre générations... Moi, j'ai été très frappée par ce que tu dis de ta mère, effectivement, qui a dû interrompre ses études à 12 ans. Il y a l'injonction du père, mais l'injonction de la mère est absolument centrale. C'est une histoire édifiante et banale en même temps, parce que finalement, c'est des histoires qu'on entend beaucoup dans les trajectoires migratoires, des mamans qui n'ont pas pu faire d'études, et pas seulement en Algérie, et qui donc ont vraiment... tout mis en place pour que leurs enfants puissent connaître ces trajectoires scolaires. Et donc j'en arrive à mon dernier point. Alors c'est un questionnement sur la question de la mobilité sociale, de la relation entre migration, déclassement, reclassement, les questions d'intégration qui sont évoquées dans le livre.
et là qui m'ont un peu interpellée. D'abord, comme je ne peux pas m'empêcher de lire les choses avec mes lunettes de spécialiste des migrations, je me suis dit en fait c'est une génération 1,5. Voilà, alors bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a la deuxième génération. Bon, la première génération c'est qui émigre, la deuxième génération c'est les descendants, première génération de descendants, et puis 1,5 c'est ceux qui émigrent autour de... Voilà, jusqu'à 10 ans. Après il y a 1,25, 1,75, enfin on peut... Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en te lisant, je me suis dit quand même, il n'est pas rancunier. Tu dis à un moment donné, voilà, c'est mon cas, c'est l'illustration de la réussite formidable du modèle français d'intégration. Donc vraiment, c'est utile parce que ça te permet de réfuter effectivement l'idée d'un principe d'un individualisme, du transfuge de classe, etc. L'idée que tu te serais fait tout seul par ton mérite. Mais en même temps, tu nous ramènes aussi à des épisodes de discrimination très concrets que tu as vécu dans ta trajectoire. Et là aussi, tu citais l'enquête Théo et les récents travaux de la nouvelle enquête Théo montrent que ça continue, quoi. Que de génération en génération, là, il y a un papier qui est sorti récemment sur les 3e générations et les discriminations, surtout pour les hommes d'ascendance africaine, continue sur le marché du travail, dans la correspondance entre le niveau d'études et l'accès au marché du travail, etc. Donc c'est quand même quelque chose de très réel. La question des choix d'orientation professionnelle, sur lequel tu insistes beaucoup dans le livre, parce que ça a été 2 moments de ta trajectoire scolaire qui auraient pu être des bifurcations vraiment négatives, est quand même quelque chose qui est vraiment documenté. Et donc voilà, j'avais une interrogation là-dessus. Je comprends tout à fait l'idée de défendre le modèle français. En même temps, je me dis que tu nous fais aussi le récit de... en fait, des fois, il y a aussi peut-être des questions de chance qui sont liées aussi à, comme tu le dis très bien, des rencontres, des opportunités qui se présentent. Mais pour beaucoup de descendants ou de jeunes immigrés, et d'ailleurs la génération 1,5 est celle qui subit le plus ces discriminations, c'est pas du tout le cas malheureusement. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup Camille. Je propose qu'on écoute Monsieur Grigny et qu'ensuite vous ayez un temps évidemment de réaction aux commentaires qui vous ont fait. Merci. Merci de me donner le plaisir, l'honneur d'échanger avec vous, cher Maude. Vous me permettrez de vous appeler par votre prénom, c'est quand même votre nom, Elmo, parce que c'est quand même le thème de ce soir, c'est d'échanger autour de cette notion de prénom, et notion que je connais très bien, cher Elmo, pardon, puisque je m'appelle Abdelkrim. Abdelkrim, ça a aussi toute une connotation, parfois un peu péjorative. J'en ai fait malheureusement l'amère expérience à plusieurs reprises, plus jeune, mais aussi récemment à l'occasion de l'exercice de mes fonctions, puisque je suis magistrat, je suis procureur de la République à Alès, dans le Gard, près de Nîmes. J'ai été auparavant procureur de la République de Roanne pendant 5 ans, et auparavant j'ai été substitut placé près le procureur général de la Cour d'appel de Nîmes pendant 5 ans. 2 ans et demi substitut à Bobigny, donc pas très loin d'ici, et avant j'ai exercé pendant plus de 13 ans la belle profession que d'avocat, puisque à l'issue de mes études de droit à Montpellier, j'ai prêté le serment d'avocat et exercé en cette qualité. J'ai, cher Elmoub, pris quelques notes dans le cadre de votre ouvrage, puisque bien évidemment je l'ai lu, et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai été sincèrement ému à la lecture de ce livre, parce que j'avais l'impression d'avoir un espèce de miroir face à moi, tant des situations que vous aviez vécues, que vous avez connues, étaient quasiment à quelque chose près les mêmes que celles que moi j'avais connues, les mêmes que celles que moi j'avais vécu, à savoir des situations de joie, de bonheur, mais aussi des situations parfois
de tristesse, de désarroi, de colère, notamment lorsqu'on subit les discriminations, lorsqu'on subit le racisme. J'ai subi les discriminations, j'ai subi le racisme aussi, je l'ai vécu dans ma chair. Ça fait jamais plaisir. Ça vous révolte, ça peut parfois vous donner des idées pas très louables, notamment de violence, mais la violence, moi, c'est quelque chose que j'exècre, que j'ai toujours détesté. Et notamment lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'avais 20 ans, comme tous les jeunes de 20 ans, j'avais envie moi aussi d'aller en boîte de nuit, m'amuser, danser, et très souvent, voire pour pas dire quasi systématiquement, l'entrée de la boîte de nuit, l'entrée de la discothèque m'était refusée au faciès. Et là, vous avez l'envie de tout brûler, vous avez l'envie de tout casser, ou alors vous dites non, moi je ne vais pas être violent, je ne vais pas être un casseur, je ne vais pas tomber dans la caricature, je ne vais pas tomber dans la facilité, je ne vais pas tomber dans la délinquance, parce que je ne suis pas ça et je ne suis absolument pas comme ça, mais plutôt faire des études, et notamment des études de droit pour bien connaître la loi et faire valoir mes droits. Et c'est ce qui m'a poussé, moi je pense, jeune, puisque la discrimination je l'ai subie non pas à 20 ans, j'ai commencé à la subir je pense dès l'adolescence, en tout cas quand j'ai commencé à m'en rendre compte, parce que parfois on ne s'en rend pas compte quand on est enfant, on se prend des réflexions, on se prend des remarques, on se prend des propos racistes, mais on est trop jeune pour les analyser comme tels, ou en tout cas les référencer comme tels. Et par contre à l'adolescence, là on commence à réaliser. Et à travers tout cela, je pense que les études de droit ont été une véritable vocation pour moi, parce que j'avais envie d'être quelqu'un de respecté, de devenir quelqu'un de respectable. Et dans mon esprit de gamin de l'époque, les études de droit me permettaient d'y parvenir. La seule différence avec vous, cher El Mouhoub, c'est que moi, alors j'ai compris, sauf si peut-être ce passage je l'ai lu un peu trop vite, que vous avez grandi dans un quartier et ensuite vous avez eu la joie, le bonheur de vivre dans un pavillon, ce qu'on appelle les Chalandonnettes à l'époque. Moi, j'ai pas eu ce privilège, parce que mon père était ouvrier, nous étions 6 enfants, 8 donc à la maison, à vivre sur un SMIC, celui de mon père. Mon père était ouvrier marocain, d'abord comme ouvrier agricole dans la région périphérique de Montpellier. Il est d'abord arrivé du côté de Agen dans fin des années 60, début des années 70, tout seul, un peu comme votre papa a connu. Donc il arrive tout seul, il va rester 3-4 ans là-bas comme ouvrier, il vivait dans une baraque. Et ensuite, ce n'est qu'en 74, courant l'année 74, que ma mère, mon jeune frère et moi, puisque moi je suis l'aîné de la famille, des enfants, nous allons arriver à Montpellier, puisqu'il avait rejoint un de ses cousins qui était ouvrier agricole dans les environs de Montpellier. C'est comme ça que nous arrivons, courant 74, j'ai 4 ans. Et pendant plus de 2 ans, je ne vais pas aller à l'école. Pendant 2 ans, je ne vais pas aller à l'école, parce que dans l'esprit de mes parents de l'époque, l'école, ça commençait à 6 ans. L'école maternelle, pour eux, ça n'existait pas. C'était l'école coranique, mais il n'y avait pas d'école coranique, puisqu'au Maroc, il y avait l'école coranique, mais j'étais trop petit pour y aller, donc je n'y suis pas allé. Et donc, j'arrive à 4 ans, je suis dans cette exploitation agricole, au milieu des chèvres, des moutons. Mon père faisait du fromage de chèvre, au milieu de la luzerne, au milieu des champs de blé, au milieu des oliviers, des cerisiers. Je vivais une enfance heureuse, ça me rappelait mon Maroc natal. Et puis, vers 6 ans et demi, on m'inscrit à l'école et je vais redoubler le CP. Je crois que vous avez redoublé le CM1, si je me souviens bien, en arrivant en France. Et moi, donc je redouble le CP parce que je ne parlais pas français, parce que j'avais jamais été à l'école de ma vie, pas l'école maternelle. Et ensuite, après le CP, donc le CE1, le CE2, etc. Et je vais me révéler, un peu comme vous, comme étant plutôt un bon élève. Et l'orientation se fera comme vous. C'est pour ça que je vous parlais de miroir, cher El Mouhoub. L'orientation se fera à la seconde vers une section pratique, vers une section technique, parce que j'étais plutôt bon en maths, en physique. J'étais aussi bon en français.
en histoire. Moi, j'adorais le français, j'adorais l'histoire, notamment au collège, mais toi, tu ferais un bon ingénieur, donc les études techniques, c'est très bien, le bac E comme vous. En seconde, au lycée Mermoz, pour ceux qui connaissent Montpellier, sincèrement, je m'y sens pas très bien. C'est pas ma tasse de thé. J'y suis pas très bien. J'avais envie de faire du français, j'avais envie de faire de l'histoire, etc. Et surtout, dans ma petite tête, j'avais pas envie d'être ingénieur. Je voulais être juriste. Je voulais faire du droit. Et donc, je vais être réorienté, je vais demander à être réorienté et je vais arriver non pas en filière scientifique technique pour faire le bac E, pour devenir ingénieur, mais bac B, économique et social, et ensuite la fac de droit. Ce que je voulais vous dire, cher Helmoub, c'est que effectivement, j'ai, à travers votre livre, ressenti des choses très particulières, beaucoup d'émotions, parce que j'ai véritablement vu au travers de votre écrit des situations et revécu des situations que j'avais connues. Hein. J'ai pris quelques notes si vous me permettez. J'ai passé le BAFA moi aussi, vous voyez, parce que c'était le moyen de pouvoir trouver du travail, parce qu'il fallait aider son papa, il fallait pouvoir aussi à 15, 16, 17 ans ne pas être une charge. Il fallait aussi travailler, donc je travaillais dans les marchés, à apporter des cajots de pommes de terre, etc. Vers 17 ans et demi, 18 ans, je passe le BAFA, donc je suis animateur. Ça permet de travailler dans un centre de loisirs pendant les vacances scolaires. Ça permet l'été de faire des colonies. Ça permet aussi de faire, et vous l'avez écrit dans votre livre, des choses que jamais j'aurais pu faire. J'ai fait du ski grâce au BAFA. De la voile aussi, faire de la voile, faire du parachute, vous voyez, des choses que ma condition ne me permettait absolument pas de connaître et de vivre. Donc ce livre, je l'ai reçu avec beaucoup d'émotion parce que je m'y suis retrouvé dans beaucoup de choses que vous avez écrites et j'en ai vraiment eu des frissons. Autre chose que je voulais vous dire, cher Helmoub, c'est qu'à un moment donné, en parlant de racisme, vous parlez du film Dupont-la-Joie. Moi, je me souviens d'avoir vu ce film, je devais avoir peut-être 20 ans. J'en garde un souvenir amer de ce film. C'est un film qui m'a sincèrement traumatisé, le Dupont-la-Joie, parce que c'était des ouvriers agricoles qui vivaient dans des baraquements. Ça m'a rappelé mon père. Moi, j'ai vu mon père. C'est accusé à tort parce qu'ils sont issus du Maghreb, parce que ce sont des Arabes, donc forcément des violeurs, forcément des tueurs, etc. etc. Et c'est un film qui m'a sincèrement vraiment touché, mais dans le sens très péjoratif du terme. Et quand j'ai lu ce passage où vous citez ce film, là aussi, vraiment des souvenirs qui sont remontés et vraiment des émotions qui sont remontées et qui sont encore aujourd'hui émotions qui sont encore aujourd'hui extrêmement prégnantes. J'ai aussi, à travers la lecture de votre livre, cher Helmoub, l'orientation en allemand aussi. Voilà, j'étais plutôt bon élève, donc on m'avait orienté, non pas à faire espagnol, mais à faire de l'allemand. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont très voilà. Et à travers cela, ce qui m'a aussi touché, c'est les rencontres, et notamment toutes ces rencontres que vous citez. Et moi, ce qui a fait aussi un peu la singularité de mon parcours, c'est que j'ai eu la chance aussi de faire de belles rencontres. Des instituteurs qui étaient formidables, avec lesquels j'ai pu échanger. Et même lorsque j'ai quitté l'école primaire, lorsque j'étais au collège, au lycée, certains instituteurs sont restés toujours en contact avec nous. Certains même instituteurs venaient voir nos parents. Ça se fait plus, ça, aujourd'hui.
Moi, dans les années 70, dans les années 80, l'instituteur venait à la maison parler à nos parents. Ton fils, il travaille bien à l'école, ça serait bien qu'il puisse aller le plus loin possible, etc., etc. Il y avait un côté bienveillant, malgré toutes les difficultés que vous citez dans le livre, notamment le racisme, les discriminations que j'ai connues et bien connues malheureusement, et ces instituteurs, ces professeurs au collège qui étaient vraiment, pour certains, pas tous, hein, mais certains très bienveillants et là pour nous aider, pour essayer aussi de nous motiver à aller le plus loin possible. Et dernière chose que je souhaiterais aussi dire s'agissant de votre livre, cher Elmoub, et là je pense qu'on est dans le cœur du sujet, c'est le prénom. Le prénom, moi je l'ai toujours, et notamment quand j'étais plus jeune, ça m'a passé, hein, mais quand j'étais plus jeune, je voyais mon prénom comme un véritable fardeau. J'avais parfois honte de mon prénom. J'avais parfois du mal à citer mon prénom. Alors moi, la particularité, contrairement à vous, cher Elmoub, c'est que j'ai un patronyme qui parfois peut laisser l'interrogation, peut susciter le doute. Grigny, s'il n'y avait pas Abdelkrim devant, s'il y avait écrit Jean-François Grigny, ça peut faire franco-français, je pense, ou franco-italien sans difficulté. Mais Abdelkrim Grigny, là, il n'y a pas de difficulté, on cible directement. Et ce prénom, moi, j'ai parfois, et notamment lorsque j'étais plus jeune, eu beaucoup de mal à le porter. Et il m'arrivait très souvent, et tu t'en souviens, Géraldine, hein, lorsque nous étions étudiants, parfois, tu t'appelles comment ? Je ne disais pas Abdelkrim, je disais Karim, parce que Karim est un diminutif. Alors que tous les membres de ma famille m'appellent Abdelkrim. Et moi, je me faisais appeler par ce diminutif de Karim, parce que dans mon esprit, Karim sonnait mieux que Abdelkrim, en plus criminel, vous voyez. Donc, une fois, il y a un procureur, je vais pas citer son nom, un peu maladroit, lorsque j'étais substitut placé il y a 10 ans à la cour d'appel de Nîmes, qui me dit Abdelkrim, je vais vous confier les affaires criminelles. Voilà, je pense que vous serez très bon là-dessus. Je vous remercie infiniment, monsieur le procureur, de l'honneur que vous me faites. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais en tout cas, merci de l'honneur que vous me faites, monsieur le procureur. Bon, c'était du second degré, bien évidemment, mais bon, c'est ce genre de réflexion que parfois on peut vous faire et qui, sincèrement, font pas toujours plaisir. Donc voilà, ce prénom, c'est quelque chose qui a parfois été un fardeau. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'en ai pas honte, j'assume mon prénom et je l'assume pleinement et j'assume qui je suis, j'assume ma singularité, j'assume mon côté un peu atypique et d'ailleurs même je le revendique. Et ce prénom, vous voyez, on peut être procureur de la République française et parfois être encore victime de préjugés. J'ai été, et je vais vous prendre cette anecdote parce qu'elle est marquante et parce qu'elle est récente, j'ai été il y a pratiquement un an, ça fera un an fin avril, en charge de l'affaire d'Aboubacar Cissé. Peut-être ça vous dit quelque chose, mesdames, messieurs. Aboubacar Cissé, c'est ce jeune Malien qui a été tué dans une mosquée près d'Alès, à la Grand-Combe, de plusieurs dizaines de coups de couteau. Ça se passe un vendredi en fin de matinée. Et je reçois un appel téléphonique de mon substitut qui était de permanence, qui m'informe de cela. Et 1 heure ou 2 heures après avoir été informé, je reçois un appel téléphonique de l'AFP qui me demande des informations sur cet événement. Donc en tant que procureur de la République, j'ai bien sûr la possibilité de communiquer. Je vais communiquer sur cet événement. Je vais donner quelques indications en restant bien évidemment dans le principe du secret de l'enquête. Et l'AFP fera une dépêche en indiquant que Abdelkrim Grigny, procureur d'Alès, est en charge de l'enquête, etc., etc. Il nous confirme qu'un fidèle musulman a été victime de plusieurs coups de couteau dans la mosquée de la Grand-Combe, etc., etc. Et là, un ancien élu du Rassemblement national, dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, vous voyez, pour vous dire, va faire un tweet sur X, l'ancien Twitter,
en indiquant que Abdelkrim Grini a tué au couteau un fidèle musulman dans une mosquée à la Grand-Combe, près d'Alès. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que ça ne l'était pas? Sincèrement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, le mal était fait, puisque à partir de mon prénom, il a déduit que j'étais le meurtrier, en lisant peut-être un peu trop rapidement cette dépêche AFP. Et donc, à partir de mon prénom, à aucun moment dans son esprit, je pouvais être le procureur. Et je remercie infiniment Patrick Cohen d'avoir, je dirais, remis l'église au centre du village, puisque Patrick Cohen fera quelques jours plus tard un édito dans lequel il dira non, Abdelkrim Grini, c'est pas le meurtrier, Abdelkrim Grini, c'est le procureur de la République. Donc voilà, donc vous êtes procureur, vous faites votre travail en votre âme et conscience, vous essayez de bien le faire et vous avez toujours des personnes qui s'arrogent le droit de ne pas vous respecter, de vous renvoyer à certains stéréotypes, à certains clichés, à certains amalgames, à faire des raccourcis qui sont sincèrement intolérables. Et ça fait, même si on a le cuir épais, je pense, cher Helmout, que vous avez le cuir épais, vous aussi, hein, mais ça fait pas plaisir, ça fait mal, mais bon, voilà. Donc le prénom, votre livre, le prénom m'a beaucoup touché, m'a beaucoup ému et m'a renvoyé à des situations, à des histoires, à des membres de ma famille. Par moments, quand vous parliez de votre oncle, j'avais l'impression aussi que vous parliez du mien. Moi aussi, j'ai même des oncles qui sont plus jeunes que moi, voyez-vous. Ma mère était l'aînée de sa famille, donc elle s'est mariée avec mon père, elle avait 16 ans, je crois. Elle m'a eu, elle avait 17 ans. Ma grand-mère avait 35 ans à l'époque, donc elle avait encore la possibilité d'avoir d'autres enfants, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a eu. Donc voilà, donc c'est un livre qui m'a beaucoup touché et qui m'a renvoyé quasiment 40 ou 50 ans en arrière, et je vous en remercie infiniment, cher Helmout, parce que ça a été vraiment une espèce d'introspection que je n'avais pas pu faire encore aujourd'hui, et grâce à vous et grâce à votre ouvrage, j'ai pu la faire, et je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup. Alors, je propose peut-être que voilà, vous répondiez à certaines des remarques, des questions, des commentaires qui ont été faits, pas trop longtemps, pour qu'ensuite, je pense que dans le public, il doit y avoir aussi des questions et voilà, qu'on puisse avoir un peu de temps pour les échanges. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour votre témoignage. C'est pas une preuve, parce que comme économiste, il nous faut plus de points d'observation pour dire que c'est un phénomène collectif et pas individuel, puisque vous témoignez d'une trajectoire et d'anecdotes finalement que nous avons toutes et tous vécues. Génération 1.5 selon la définition, oui, tout à fait. Et je commencerai par là, parce que précisément, ce livre raconte la complexité de l'histoire, et d'ailleurs je cite Abdelmalek Alexaïd dès le début en disant, il nous met en garde contre le fait d'étudier l'immigration, et il dit toute étude de l'immigration qui négligerait les conditions d'origine des immigrés ne se condamnerait à ne donner du phénomène migratoire qu'une vue à la fois partielle et ethnocentrique. D'une part, comme si son existence commençait au moment où il arrive en France, c'est l'immigrant et lui seul, et non l'émigré qui est pris en considération. D'autre part, la problématique explicite et implicite est toujours celle de l'adaptation à la société d'accueil. Donc en fait, quand on lit ça, on voit bien qu'on est le produit d'une histoire d'émigration et d'immigration. Et en réalité, quand j'arrive en France, moi, au début des années 70, génération 1.5, je parle 3 langues. L'arabe dialectal, parce que j'avais émigré à Alger, à Cuba. On parlait avec mes oncles frères, puisqu'ils avaient mon âge. On parlait l'arabe, dialectal entre nous. On se tournait vers les parents, on parlait le kabyle, et on parlait l'arabe littéral à l'école, qui n'a rien à voir avec l'arabe dialectal algérien. C'est de l'arabe, comme on dit, classique parfois, c'est de l'arabe littéral, le fosra. Et puis on apprenait en CE1, on faisait du français, un peu Victor Hugo, Mouloud Ferraoun, etc. Donc la culturation aussi, la littérature francophone maghrébine provient de cette école-là, du français. Et quand j'arrive en France, milieu d'année, mon père m'achète ce costume, cravate, etc. Parce qu'il a une vision de l'école au-dessus de tout. Troisième République, donc les élèves me regardent comme un martien. Et puis le directeur de l'école me présente au milieu de matinée à l'école et il dit, voilà, votre camarade vient d'Algérie, ça doit être un cancre. Et donc là, le préjugé est dû au fait que j'arrivais d'Algérie, et donc mon identité
seulement celle de l'Algérie. Alors j'étais premier de la classe à Cuba, à Cité Jolie Vue, à l'école Lacroix. J'étais premier de la classe avec mon oncle frère Nordine. On était les 2 premiers de la classe. On parlait, on aimait l'école, on parlait plusieurs langues, et tout ça a été effacé. Voilà. Et c'est comme ça que les préjugés ont commencé. Alors, ça me permet de dire que l'histoire de la complexité de l'immigration, je crois qu'on a besoin encore de travaux pour comprendre la différence entre les années 70 et les années 90-2000, depuis les années 2000. Voilà. J'ai déjà signalé le départ de l'immigration qui n'est pas le même, les phénomènes de regroupement familial, etc. Moi, je dis la chose suivante. Quand je regarde les données de l'enquête Théo, la dernière montre des discriminations persistantes. Néanmoins, quand on regarde la masse des immigrés, des descendants d'immigrés, pas des immigrés, 1,5 point ou 2 surtout, ou 3 maintenant, la réussite sociale est très grande. Les queues de distribution statistique auxquelles on ramène l'immigré, c'est-à-dire les délinquances dans les cités et l'héroïsme par le football, etc., c'est ce qui focalise le plus, alors que l'école a réussi, durant cette période, son rôle d'intégration. Qu'est-ce qui s'est produit ? Et c'est là que l'économiste parle aussi dans ce livre. Il s'est produit un phénomène de désindustrialisation massive dans les quartiers dans lesquels on est allé chercher des immigrés parce que les coûts de l'immigration étaient pris en charge par les industries, les mines, l'automobile, etc. Jusque dans les années 80, grosso modo, jusque 74 en tout cas, c'est exactement le cas. On allait chercher des immigrés, on les sélectionnait pour leur force physique, et puis on les faisait travailler et on prenait en charge le coût de l'immigration. Et l'école a joué son rôle dans une période où les quartiers étaient des quartiers mixtes, où les usines étaient implantées, distribuaient des revenus, et comme le dit d'ailleurs le livre de Stéphane Bou et Pialou sur jeunesse des classes dangereuses, violence sociale, violence urbaine, les périodes où le marché du travail a été très dynamique, c'est des périodes où les cités se sont désengorgées, à Montbéliard, là, et moi j'ai été frappé par cette donnée que tu avais signalée dans votre livre avec Michel, et finalement on voit bien que ce phénomène de ghetto est récent dans l'histoire du capitalisme français, il date de la deuxième moitié des années 80, et il est profondément dû à des échecs de politique structurelle qui n'ont pas grand-chose à voir ni avec l'école, ni avec l'immigration. Et ça, c'est un point qu'il faut analyser vraiment avec finesse. Parce que l'école va être prise elle-même, va être la victime de la désindustrialisation. Quand Renault quitte la région où se trouve le Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, il laisse sur place les gens et on a des ghettos qui se créent. Ils ne se créent pas parce que les gens ont envie de se retrouver seuls en communauté. Ils se créent parce que justement on les a fait venir et puis les usines sont parties. Et à partir de là, il y a un phénomène d'échec des politiques d'aménagement du territoire, d'échec des politiques de logement, d'échec des politiques du marché du travail. On voit que quand le marché du travail est dynamique, ça marche, les gens sortent des ghettos. Et tout ça fait qu'en effet, dans ces queues de distribution statistique, quand même c'est des minorités, grosso modo, c'est 25% des zones d'emploi qui sont concernées quand on travaille au niveau des zones d'emploi. Mais on oublie tout simplement la courbe du milieu, c'est-à-dire la majorité des gens qui réussissent plus ou moins bien. Alors tout le monde n'est pas président de PSL, une des premières universités du monde, je ne veux pas 30e mondial, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Évidemment, mais les réussites dans le système scolaire, regardez le nombre de jeunes issus de l'immigration qui sont profs, du secondaire, prof du lycée. Dans tous les domaines d'ailleurs où il n'y a pas de discrimination, parce que moi si je suis universitaire, c'est parce que aussi la discrimination dans l'enseignement supérieur est beaucoup plus faible que par le nom et par la localisation. Voilà. Donc je pense qu'il faut ramener les choses à leur structure sociale et économique. Dans les années 70, le racisme était beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'il était autorisé. Le paradoxe que je signale, et c'est une invitation à travailler, c'est un livre subjectif, c'est pas un livre au sens académique du terme, mais j'invite à regarder les choses de près. Le parti d'extrême droite était minoritaire, ultra minoritaire, mais le racisme, Dupont-Lajoie, que je cite, Yves Boisset, moi j'ai été aussi marqué par ça, le directeur qui dit votre camarade vient d'Algérie, je me souviens que
quand on arrivait à la fin de l'année vers Noël, l'instituteur ne travaillait pas, il disait apporter de la musique. Et moi, je voulais apporter de la musique arabe charbi, et mon père m'a dit non, surtout pas. Et en fait, je n'ai pas compris pourquoi il me demandait de ne pas apporter cette musique. Donc j'ai apporté des poupies. C'était pas du tout le charbi algérien que j'adorais. Et voilà, donc on était dans une période où le racisme était autorisé, les gens rasaient les murs, l'islam comme marque identitaire était caché, voilé, pas du tout revendiqué, les prénoms étaient complexes à prononcer, et donc on était dans un milieu culturel qui était un milieu où le racisme était, et d'ailleurs l'homophobie, et d'ailleurs tout le reste, la société a progressé. Donc les gens qui sont nostalgiques des années 70, je les invite à regarder de près les choses, parce que c'est pas du tout la même chose qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des partis d'extrême droite dont le monde entier, qui sont pratiquement majoritaires. Le racisme se diffuse, mais il n'est pas toléré. On vous fait des signalements. Moi, je suis président d'université, je fais un signalement au procureur de la République. Bon, voilà. Donc, en fait, on est quand même dans un changement. Et puis, l'ascension, si on parle de mobilité sociale, elle marche. L'école a joué son rôle. Mais dans les endroits où vous avez eu ce phénomène de désindustrialisation massive et d'échec de toutes les politiques structurelles, l'école a échoué également parce qu'elle a été l'objet, la victime de ces chocs économiques extrêmement forts. On a fait une étude sur 12 millions d'individus, une étude il y a quelques années avant que je prenne mes responsabilités là, et donnée de l'INSEE, et on regardait par zone d'emploi encore, c'est des zones où travaillent et vivent les gens, donc on a 310 zones d'emploi. Les femmes seules, les familles monoparentales, ça a explosé dans ces endroits-là, ce qui n'était pas le cas auparavant, et on observe une double inégalité de localisation. Les gens de CSP- sont localisés dans ces ghettos, et leur probabilité de mobilité est beaucoup plus faible. Alors que les gens de CSP+, sont localisés dans les endroits plus favorisés, et leur probabilité de mobilité est beaucoup plus forte. Donc on a un double phénomène d'assignation à résidence qui explique les difficultés majeures qu'on observe dans ces territoires qui représentent environ 25% des zones d'emploi. Mais la majorité des jeunes, des gens issus de l'immigration, surtout algérienne, marocaine et tunisienne, parce qu'il n'y a pas de marché interne du travail, se sont plutôt globalement bien intégrés, et les filles surtout, mais les garçons, et même dans ces territoires difficiles, il y a de l'insertion. Donc le fait qu'il y ait des discriminations par le nom et par le territoire ne signifie pas que la masse des gens intégrés par l'école se soit arrêtée, ou se soit... Je pense qu'elle a mieux progressé aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Donc le contexte, par contre, le contexte social est un contexte extrêmement compliqué. Voilà, donc je voulais juste dire ça. Merci beaucoup. Non, mais attendez, j'ai encore une autre remarque. Je pense que le public a envie de vous poser des questions aussi. Je vais quand même répondre à une chose qui est très importante. Sur les Chalons-d'Honnête, là aussi, quand on regarde de près ce qui s'est passé, il y a un chapitre qui s'appelle « Vive les Chalons-d'Honnête ». Et je dis, il y a une alliance objective entre ma mère et Albin Chalandon. Il y avait des politiques sociales, des politiques d'accès à la propriété pour les... Mon père était ouvrier, donc la famille était une famille avec un seul revenu. Et mon père travaillait le week-end pour augmenter son revenu. Voilà, donc c'était... Mais ma mère, qui était extrêmement visionnaire, a trouvé ce prospectus d'Albin Chalandon. C'était pas lui, mais c'était sa politique. Il était ministre du Logement. Ceux qui sont plus jeunes ne connaissent pas. Avec des prêts à taux zéro. On s'est retrouvé effectivement en Seine-et-Marne, à Lésigny, près de Brie-contre-Robert. On était la seule famille d'immigrés. Et on avait des gens qui étaient des instituteurs, des policiers, des classes moyennes, low, comme on dirait, low middle, voilà. Et ça, les femmes aussi jouent un rôle absolument majeur dans ce processus-là. Et c'était important de répondre sur la question de l'école. Je pense que l'école est restée debout en dépit de tout ce qu'elle a subi comme processus de déstructuration, d'appauvrissement considérable des moyens qui entourent cette école. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une place pour la réparation aussi de cette école-là, et il ne faut pas lui affecter... souvent, on regarde les données PISA et on dit c'est à cause de l'école, le niveau a baissé, etc. Mais je pense qu'il faut regarder un petit peu de plus près, mais il y a des travaux qu'il faut mener au niveau géolocalisé pour pouvoir arriver à, disons, des choses plus... voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me faire un petit peu... Donc voilà, j'ouvre la séance questions-réponses avec la salle, n'hésitez pas. Et merci pour la présentation.
Donc, j'aimerais vous poser une question à propos de... J'ai pas lu votre ouvrage, mais ça donne envie de le lire. Voilà. Je me demande si écrire sur son prénom, ça relève de la science ou de la nostalgie. Voilà. Non, mais, lisez le livre, ok. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le prénom, c'est un prétexte pour écrire une histoire collective. Donc, le prénom, c'est qu'un aspect de ce livre. C'est l'aspect un peu humoristique pour pouvoir commencer à utiliser le jeu. Mais ça n'a rien à voir avec le contenu du livre. Le contenu du livre, c'est un contenu social et politique, comme ça a été dit jusqu'à présent. Donc, je vous invite à lire le livre. Merci. Voilà. Donc, une deuxième question personnelle. Si vous voulez répondre, sinon. Comme vous avez évoqué Tejmath, donc c'est une structure très importante en Kabylie. Est-ce que vous vous rendez au Tejmath, ici à la diaspora, au village où vous avez coupé l'île? Merci. Oui, bien sûr, on a répliqué Tejmath ici, dans l'immigration. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les villages se sont ont maintenu leur densité démographique et leur niveau de survie, d'une certaine manière, parce que l'émigration a été d'emblée structurée comme au village, avec la réplication des institutions qui ont été, comme vous l'avez dit très bien, et d'ailleurs Germaine Tillon, dans un autre livre qui s'appelle « Les ennemis complémentaires », que j'ai découvert en écrivant ce livre, elle explique très bien comment aussi la guerre d'indépendance a déstructuré ces institutions. Alors, il y a quelque chose à persister, c'est les comités de village, les Tijmarin, qui sont des comités dans lesquels les décisions sont conduites et sont prises à l'unanimité. Et ça a été répliqué dans l'immigration. Par exemple, dans mon village, les premiers immigrés qui sont arrivés, ils sont arrivés dans le 20e arrondissement, rue des Maraîchers. Et il y avait, parce qu'un de nos membres de notre village avait un hôtel-restaurant. Donc les gens arrivaient là, et c'était une immigration d'hommes. Ils ne venaient pas avec leurs femmes et leurs enfants. Donc, ils habitaient dans cet hôtel. Mon père est arrivé là, tout le monde arrivait là, en attendant de trouver mieux. Et ils ont tout de suite reconstitué les Jama'a. Et au niveau du village, et au niveau de la Arche, c'est-à-dire de la tribu. Et la première chose qui a été faite, c'était de mutualiser des fonds pour rapatrier les corps. Ça existe toujours, donc on cotise par mois, 5 € par tête de pipe, c'est symétrique, c'est pas du tout en fonction du revenu, et ça permet de transférer les corps et de prendre en charge le transfert des corps lorsqu'il y a des décès. Et puis ensuite, dans les années 90, plus récemment, et même avant, des mécanismes de solidarité collective se sont développés, comme des cotisations pour faire des travaux d'infrastructure. Parce qu'en fait, ces villages-là ont été délaissés totalement, et par la colonisation, et par l'État algérien post-indépendance. Donc en fait, c'est l'immigration qui a joué ce rôle. Donc oui, les Tejmarines ont été répliqués dans l'immigration, et c'est d'ailleurs pendant la guerre. C'est assez connu aussi que les militants FLN, pendant la guerre d'Algérie aussi, se sont beaucoup appuyés sur les structures de Jama'a, dans les cafés, etc. Oui, je me permets une question à laquelle tu n'as pas répondu, Camille Schmoll, sur pourquoi ton choix... finalement, tu n'as pas travaillé au départ sur l'économie d'immigration internationale. Alors, quand on s'est rencontrés en 86 à l'ENS, tu avais travaillé un peu avec Jean-Pierre Garçon, et il me semble que c'était aussi peut-être à l'époque l'économie d'immigration. Je ne sais pas si ça ne semblait pas un domaine très légitime en économie. Peut-être si tu peux ajouter quelque chose par rapport à ça. Et là, c'est plutôt un appel à ton témoignage. Je me rappelle très bien d'une discussion qu'on avait eue quand, pour la première fois, tu as rencontré Sayad dans un colloque, je crois, à Rome. Tu avais été ébloui par le personnage et par ce qu'il racontait, et peut-être dire à quel point justement cette rencontre avec Sayad t'avait marqué, tout en gardant, comme tu le dis bien, prudemment ta distance avec cette discipline très bizarre qui était la sociologie. Merci beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas répondu à cette question, mais parce que j'en parle d'ailleurs dans le livre, puisque en fait, pour moi, le choix des études d'économie a été très tôt un choix dicté de manière consciente, mais pas forcément assuré par l'illusion du retour en Algérie pour reconstruire l'économie algérienne post-indépendance. D'où 1,5 point. La génération 1,5 point. J'étais aussi dans la projection du retour. Alors j'y suis retourné, j'ai fait des expériences de stage, etc. J'ai vu ce que c'était, puis j'ai compris. Puis au moment où il fallait passer l'agrégation, j'ai pris la nationalité française, alors que j'étais une nationalité étrangère à ce moment-là. Jusqu'en 1992, on ne pouvait pas avoir de bourse doctorale quand on n'était pas français.
Et c'est Lionel Jospin, ministre de l'Éducation, qui répare ça en autorisant les non-français à obtenir des bourses doctorales ou à devenir maître de conf ou prof à l'université. Donc j'ai pris la nationalité française pour ça. Et donc j'ai travaillé tout de suite sur des questions qui étaient liées à des choses que je considérais comme d'abord fondamentales en économie, savoir les liens entre le progrès technique et l'économie internationale, les avantages comparatifs, les relocalisations industrielles, etc. Parce que ça me semblait plus légitime. Parce que la sociologie était pour moi trop proche de moi comme objet, et donc évidemment à tort, je n'y connaissais rien, donc probablement que j'aurais fait peut-être de meilleures études, de meilleurs travaux comme sociologue si j'en avais fait, mais je voulais absolument pas m'attacher à être l'objet de mes... J'avais l'impression qu'on pouvait être l'objet et le sujet de ces travaux. Voilà. Et donc, je voulais absolument m'épargner ça. J'étais déjà avec un nom compliqué, El Moumoud. J'avais suffisamment à faire avec ça pour m'insérer dans le milieu académique par des travaux d'économie un peu quantitative, d'économie, disons, qui me semblait plus légitime, avec en arrière-pensée l'idée de servir la reconstruction de l'Algérie post-indépendance, il faut bien reconnaître ça. Mais enfin, tout ça était devenu une illusion. Et les travaux sur l'immigration, ma première étude a été sur l'immigration dans le bâtiment avec Jean-Pierre Garçon, effectivement, dans un laboratoire de recherche de l'ENS. Ce laboratoire s'appelait le GRAMI, Groupe d'analyse des migrations internationales. Mais j'étais en DEA, Master 2 de l'époque, de maintenant, et j'ai fait cette étude qui était bien, qui était une étude d'économie industrielle des migrations dans le domaine de la sous-traitance du bâtiment, des travaux publics en France. Et puis après, j'ai fait ma thèse et j'ai publié des papiers, etc., dans mon domaine d'économie internationale. Et je suis revenu à l'immigration, elle m'a rattrapé seulement dans les années 90, quand j'ai commencé à travailler sur la mobilité du travail en Europe, comme mécanisme d'ajustement dans une zone monétaire unique. Puis, en travaillant sur les migrations européennes, circulation migratoire, les mobilités intra-européennes, j'ai commencé à m'intéresser aux effets de cette migration sur les pays d'origine. Et c'est comme ça que j'ai pris ce domaine des migrations internationales comme sujet. Mais je m'en suis bien gardé pour des motifs qui étaient liés au fait que je ne voulais pas être discriminé en travaillant sur l'immigration, alors que moi-même j'étais issu de cette immigration. Et qu'on était à ce moment-là assez peu nombreux à accéder à l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une massification. Donc, dans cette massification, il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui sont dans les enseignements. Alors, les discriminations à l'embauche, elles existent, les discriminations par le nom. L'apprentissage est un facteur d'intégration et d'alternance. Ça, je le vois dans mon université, dans mes Dauphine, par exemple, et dans d'autres. Mais globalement, il y a quand même une montée assez incroyable du nombre de gens qui accèdent à l'enseignement supérieur. Après, il y a des phénomènes de déclassement, d'échec, qu'il faut prendre en considération, mais ce n'est pas les années 70, on était extrêmement peu nombreux, on était vraiment très peu nombreux. Au début des années 80, à Tolbiac, quand j'étais en économie, on était peut-être une dizaine de gens issus de l'immigration algérienne ou marocaine ou tunisienne. Pas plus. C'était un phénomène assez rare. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même un effet... c'est pour ça qu'il faut reconnaître un peu ça de près. Donc, je n'ai pas travaillé sur l'immigration tout de suite parce que ça me semblait être trop proche de mon sujet. Tu te souviens d'ailleurs quand on parlait de sociologie et de ce livre, de cette thèse de Combe-Bessis sur la culture du coton en Andalousie, alors que je la lisais en cachette et je me trouvais ça très intéressant, mais je te disais que c'était pas pertinent parce que c'est des monographies, alors que nous on avait vocation à faire des choses plus exactement. Et donc oui, alors Sayad, ça a été une rencontre absolument incroyable puisque j'avais été invité à Rome dans une conférence internationale de l'OCDE et on a fait connaissance, on a discuté. Il m'a même écrit, parce qu'on s'écrivait des mots, un mot où je lui disais est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus, puis il me répondait avec son écriture. Et j'ai été absolument bouleversé par le fait que lui, physiquement, ressemblait à l'objet de l'immigré de la première génération que moi j'ai connu. Il ressemblait vraiment fortement. Et ça m'avait beaucoup ému. Et puis c'était quelqu'un qui avait une écriture, une syntaxe absolument remarquable et une façon de parler, analytique. Il y a la socio-analyse. S'il y a quelque chose qui se rapproche de ce livre, c'est plutôt la socio-analyse de Sayad. Voilà. J'ai une question justement sur Sayad. Alors,
J'ai une question sur Abdelmalek Sayad, parce que vous citez évidemment ses travaux sur l'immigration algérienne, mais compte tenu du titre du livre et de son objet, j'ai été étonné. Alors peut-être que vous ne connaissez pas son vrai nom, mais il a publié beaucoup de livres sous le nom d'Abdelmalek Sayad, mais ce n'est pas son vrai nom. Et son vrai nom, il l'a imprimé, il l'a revendiqué une seule fois quand on a fait une histoire de l'immigration algérienne. C'est le nom de la Droum, c'est Ethm Saoud. Mais c'est marrant, vous n'avez pas, parce qu'il y a le prénom, votre prénom, le revers, c'est justement cette élision des noms propres des gens qu'il a revendiqué une fois, mais jamais quand il a publié avec Bourdieu. Quand il a publié seul, Abdelmalek Ethm Saoud. C'était le nom de son lignage. Oui, tout à fait. Non, vous le saviez ça? Non, je ne savais pas ça du tout. Non, je ne connaissais pas du tout cette histoire-là. Et puis par ailleurs, en fait, moi j'ai lu très peu de choses. J'ai lu, grâce à Stéphane, cet article dans Misère du Monde qui s'appelle La malédiction, qui m'avait beaucoup touché parce que c'était l'entretien qu'il faisait avec Abbas, l'ouvrier retraité immigré algérien, et qui décrivait le marché du travail. Ça m'avait beaucoup intéressé. Puis j'ai lu La double absence après, qui était l'ouvrage posthume, qui était absolument remarquable, et puis d'autres articles. Bien sûr, les 3 âges de l'immigration algérienne, tout ça j'ai lu, mais je ne connaissais pas cette histoire de son nom, parce que je n'ai pas vu de biographie de lui. Non, ce qui est étonnant, si vous permettez, c'est que pour la petite histoire, donc Bourdieu, qui a fait des enquêtes, en fait c'est Sayad qui faisait les enquêtes qui servaient à la théorie de Bourdieu, et notamment dans le village de Sayad. Donc, il avait tout l'arbre généalogique du village de Sayad, donc avec les noms des vrais Darma, enfin des vrais lignages. Et quand Sayad a publié son bouquin sur l'histoire de l'immigration algérienne, il lui a dit mais pourquoi tu as utilisé un pseudonyme? Il ne se souvenait pas que c'était son vrai nom, alors qu'il a fait des tableaux statistiques à n'en plus finir sur tous les lignages de son village. Là, c'est quand même assez révélateur, justement, pas de l'élision d'un prénom, mais d'un nom. Mais cette question du nom et du prénom, en fait, c'est une question extrêmement importante. Donc, dans la génération 3, on donne des prénoms qui sont des prénoms standardisés d'une certaine manière, qui ne permettent pas qui permettent de ne pas trop stigmatiser. Il y a beaucoup de prénoms. Yanis, qui est un prénom d'origine grecque. Il y a des choses qui sont des prénoms qui sont chez les garçons, comme chez les filles d'ailleurs. Les filles encore plus. Mais quand on porte un prénom et que la portée symbolique de ce prénom dans le village est très très forte, la question de la trahison coloniale, la trahison, puisqu'en fait, après l'indépendance, ceux qui sont partis pour des bonnes et mauvaises raisons, comme Harki, pour la plupart, de ceux qui ont émigré juste à ce moment-là, à un moment avec les pieds noirs et tous ceux qui sont partis. Et ensuite, il y a eu une persistance dans l'inconscient collectif, et même dans le conscient collectif, de cette idée de la trahison dans l'immigration, de la suspicion. Donc quand mon père avait décidé de faire le regroupement familial au début des années 70, dans le village, ceux qui n'aimaient pas, par jalousie ou autre, ont fait courir le bruit d'une conversion. Et on disait Itrouzi, ça veut dire il se convertit au christianisme en partant. Et on disait même c'est la Croix-Rouge qui va venir les chercher. Donc, ma mère a entendu parler de ça, elle était malade évidemment, elle était complètement. Et mon père a dû revenir pendant l'été pour faire rassembler les gens qui colportaient ces bruits et leur dire et rétablir la vérité. Donc moi j'ai été très marqué par cette histoire de la trahison, du changement de religion, de culture ou autre, et le prénom et la charge symbolique de ça. Mais moi je peux témoigner en nom propre aussi, parce que moi j'ai vécu aussi dans les cités de transit, parce qu'il y a tout un parallèle à faire avec l'exode rural français. Moi, mes parents non plus n'ont pas les certificats d'études. Ils ont exode rural, cité de transit, et donc j'ai vécu dans un ghetto où il y avait à peu près 70% de gens issus de l'immigration maghrébine, et les gens qui vivaient en dehors du ghetto, avec ce qu'on appelait les Gaulois, ils étaient suspectés d'être Harki.
Simplement le fait de résider en dehors du ghetto, c'est-à-dire en dehors des histoires personnelles, en dehors des suspicions individuelles, je veux dire le fait d'être en dehors du ghetto, quand on était d'origine maghrébine, enfin algérienne, on était suspecté d'être harki. Absolument. Et ça marque aussi. C'est pour ça que quand moi j'ai tenté de modifier mon prénom, une fois je suis passé à la radio pour parler de mondialisation, et j'avais pris un Elias, et puis j'avais appelé mon père juste avant, et mon père m'a dit ah oui, ben c'est bien. Et j'ai quand même ressenti une certaine gêne, et en fait ça a duré 3 jours, et puis après j'ai repris mon prénom El Mouhoub. Mais ça se faisait souvent, ça. Ça se faisait souvent dans l'immigration. Exactement. Mais voilà, c'est la complexité de l'histoire. Alors après, les cas individuels, les réussites individuelles, bien sûr, existent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des aspects très, très idiosyncratiques qui sont liés à mon village, au village maraboutique aussi, ou comparaison. On se comparait à qui, en fait ? On se comparait à la famille du caïd qui avait beaucoup d'argent. En fait, ils n'en avaient pas autant que ça, mais dont on pensait qu'ils étaient riches et qu'ils envoyaient leurs enfants étudier en Tunisie. Et donc, en fait, on avait des points de comparaison sur lesquels les frustrations et les désirs se projetaient. Et pour moi, cette famille qui était supposée être la famille dominante a été ensuite déclassée par ma propre réussite, puisque du coup, sur le plan académique, c'était assez, disons, une sorte de déclassement pour eux. Puis ils ont été massacrés par la LN. Et puis ils ont été Je vous dans le cas du massacre que je raconte en 56, la LN a joué un rôle, mais il y a eu une condamnation de ce massacre par Amiroche, qui occupait le mont Akfadou, dans lequel on se trouvait. Oui, mais ils ont toujours... Oui, alors, Monsieur Grigny veut rebondir vraiment rapidement, et je veux vous remercier tous et toutes pour ces échanges entre intimes et politiques. Je crois qu'on était au cœur des sciences sociales. Merci. Oui, 30 secondes, promis. Je voulais juste rebondir, cher El Mouhoub, sur quelque chose que vous avez rappelé il y a quelques instants et que j'ai lu dans votre livre, effectivement, sur cette notion de trahison lorsque certains de votre village venaient en France par rapport à ceux qui étaient restés. Le Maroc, c'était différent. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, pareil, mon père se faisait vraiment un devoir de nous ramener régulièrement au Maroc parce que les grands-parents étaient là, puis vous en avez parlé, hein, c'est une déchirure, c'est un déchirement, etc. Et dans l'esprit des plus âgés, le fait d'avoir émigré vers la France, c'était perçu de manière assez péjorative quand même. Hein. Je me souviens quand j'étais jeune, parce qu'il y avait toujours cette, non pas la trahison, mais toujours la crainte que les enfants grandissent en France, donc ils seront plus de bons musulmans, voilà, ils vont être dévoyés, etc., etc. Il y avait toujours dans l'esprit des plus anciens cette idée-là. Et puis par contre, dans l'esprit des plus jeunes, moi je me souviens, c'était plutôt quelque chose qui était envié, le fait d'être en France. Moi, quand je rentrais au Maroc, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on nous appelait les vacanciers. Vous voyez, avec toute la connotation que ça peut avoir, connotation positive. Pour eux, nous étions des espèces de vacanciers. On était. J'ajoute un mot parce qu'on va se faire expulser. On va se faire expulser en Algérie si ça continue. C'est une hantise que j'ai eue très souvent parce que j'étais donc nationale algérienne pendant longtemps et mon père nous disait attention, ne perdez pas votre carte de résidence, vous allez vous faire expulser. Et c'était une hantise que j'ai eue très très longtemps. Donc le jour où j'ai eu mon passeport français. Non, mais je plaisante évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, à la différence du Maroc, c'est que la guerre d'Algérie a eu un impact majeur chez les déterminants du racisme anti-algérien, qui est encore aujourd'hui très présent. Parce que quand vous regardez la structure, et là je m'aventure sur un terrain qui n'est pas le mien non plus, mais peu importe, c'est une suggestion. Quand vous regardez, vous comparez les partis populistes d'extrême droite un peu partout dans le monde, soit aux États-Unis ou en Europe, où vous avez des points communs. C'est la question du déclassement des classes moyennes, des blancs en particulier, qui ont beaucoup perdu dans la mondialisation et dans l'hyper-mondialisation. Donc l'effet de polarisation des revenus, de polarisation des emplois, etc. Mais vous avez des phénomènes spécifiques aux partis d'extrême droite nationaux. Et dans le cas français, la question d'Algérie est centrale. La guerre d'Algérie, et on voit bien dans les débats qu'il y a eu
Retailleau récemment, pourquoi on exploite cette idée, pourquoi ça gêne que le pape aille en Algérie alors que finalement c'est que naturel, Saint-Augustin était né là. Et il y a une focalisation sur l'Algérie et puis l'aspect collaboration quand même. C'est les deux piliers pour moi du parti d'extrême droite français, en dépit de ses apparences nouvelles. Et donc quand vous avez cette guerre d'Algérie qui est relativement proche temporellement, ça fait des années 70 où on fait des ratonnades contre les Algériens, où on fait Dupont-Lajoie, et évidemment on les accuse de meurtre alors que c'est pas eux qui n'ont pas fait. Enfin, il y a un climat délétère anti-algérien qui est dû à cette guerre d'Algérie. Donc c'est la différence avec le Maroc justement et avec peut-être la Tunisie. L'Algérie restera, tant qu'on ne connaîtra pas bien cette histoire, l'histoire coloniale, l'histoire dont on vient de parler à l'instant, eh bien on continuera à véhiculer des choses qui restent le produit d'une histoire très violente, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Voilà, mais c'est pas Alors, je me permets de clore cette rencontre en vous invitant donc pour la prochaine séance le jeudi 7 mai à 17h30, donc toujours ici, autour de Marc Bloch et de son ouvrage « L'étrange défaite », en présence donc de Judith Lyon-Camp, de Gisèle Sapiro et de Jean-Frédéric Chaube, donc, qui discuteront du grand ouvrage de Marc Bloch. Voilà, le 7 mai.